Bonsoir à tous, bienvenue sur Public Sénat, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro d'Allons plus loin. Nous sommes ensemble en direct jusqu'à 19h, on va donc prendre le temps d'analyser et de questionner toute l'actualité politique et parlementaire. On va d'abord le faire avec notre invité du jour, c'est Jean-Raymond Hugonet, bienvenue. Bonsoir. Vous êtes sénateur LR de l'Essonne, on vous demandera de réagir à différents sujets et vous nous direz ce que vous attendez de l'intervention d'Emmanuel Macron ce soir à 20h sur cette crise du coronavirus. Selon le JDD, l'hypothèse d'un report des élections municipales serait sur la table. Édouard Philippe est actuellement en train de s'entretenir avec Emmanuel Macron. Jusqu'à 19h, nous irons régulièrement en salle des conférences pour faire réagir d'autres sénateurs et sénatrices. Ce sera aujourd'hui avec Alexandre Poussard, qu'on voit ici. Allons plus loin, c'est aussi le club. 3 intervenants qui ont des choses à vous dire. Avec nous aujourd'hui, Tam Tranui, bienvenue Tam. Bonjour, Une réunion se tenait ce matin à Matignon sur le coronavirus. Beaucoup d'inquiétudes, notamment sur le plan économique. Et oui, fini la barre des 3% de déficit. Les oppositions réclament un véritable bouclier anti-crise. Caroline Deschamps est aussi avec nous ce soir, chef du pôle web de Public Sénat. Les Italiens sont coincés chez eux, Caroline. Du coup, ils sont hyper actifs sur les réseaux sociaux. Ben oui, confinés à la Casa, ils n'ont plus que les réseaux. Le détail et les images avec vous. Steve Jourdain, bienvenue. Vous êtes le chroniqueur hors coronavirus du jour et vous allez revenir sur la privatisation d'ADP. Elle a du plomb dans l'aile. Je vais vous décevoir, Rebecca. On va parler coronavirus parce que le coronavirus est anticapitaliste. On n'y échappe pas. Dans une demi-heure, notre match des idées spécial municipal, si toutefois elles ont lieu. Et puis dans une heure, notre grand débat. On va revenir sur les conséquences du coronavirus sur le plan international. Trump, dans un discours nationaliste et électoraliste, annonce la suspension de tous les vols venant d'Europe et il nous pointe du doigt, nous, Européens, sur le manque de précaution face au virus. L'Europe dont l'unité pose aussi question. Chaque État gère la crise à sa manière. Coronavirus, le monde s'enferme, titre Le Monde ce soir, le journal cette fois. Cet épisode laissera-t-il des traces sur le plan diplomatique? Hashtag ALPL si vous avez envie de réagir sur Twitter. Mais d'abord, la réponse politique en France. Édouard Philippe, je le disais, a réuni ce matin tous les responsables de partis et de groupes parlementaires. Opération transparence avant l'intervention du chef de l'État à 20h. Que faut-il en retenir sur le plan sanitaire? D'abord, Quentin Calmet et Jonathan Dupriez y étaient pour Public Sénat. Regardez leur reportage. 2h15 de réunion, un exercice d'information et de transparence de la part de l'exécutif face aux chefs de parti et aux représentants des élus. Pour l'occasion, tous étaient séparés d'une distance d'1 mètre dans cette salle de réunion. Et à la sortie, seuls 3 chefs de parti se montrent critiques, Florian Philippot, Nicolas Dupont-Aignan et Marine Le Pen. On nous fait venir et on ne nous donne aucun élément précis sur la disponibilité des masques, quand, pour qui, combien, rien, on ne sait rien, on ne peut rien dire aux médecins qui nous interrogent sur ce sujet. Budget des hôpitaux, réforme de l'assurance chômage décalée dans le temps. Chaque responsable politique a pu proposer des solutions face à la crise sanitaire. Pour le leader de la France insoumise, il n'y a pas lieu de provoquer des polémiques. Il faut se donner un peu de hauteur, on n'a pas de raison de soupçonner les autorités sanitaires de ne pas faire ce qu'elles peuvent. Enfin, c'est absurde. Pourquoi le ferait-on? C'est pas la peine que tout le monde y aille de sa petite critique et du concours l'épine des bonnes idées. Au minimum, respectons les consignes, tâchons d'être sérieux, d'être disciplinés. Véronique Guillotin était également à cette réunion, sénatrice du mouvement radical. Elle est également médecin. Pour elle, la réponse du gouvernement est appropriée. En tant que médecin, je pense que cette crise, elle est correctement gérée. Elle est pas mal anticipée. On a eu des réponses aujourd'hui assez claires sur les lits de réanimation parce que l'important aujourd'hui, c'est de se dire qu'est-ce qu'on va faire des patients graves. Et on sent que l'anticipation est faite. Enfin, moi, je pense qu'il y a un ministre qui est au travail aujourd'hui. Et cette crise, les gestes de bon sens, l'information passe, mais il faut continuer, je pense, quotidiennement à continuer à informer les gens. Mais la crise est, à mon sens, plutôt bien gérée. Une réunion d'information qui précède l'allocution très attendue du chef de l'État. Ce soir, c'est donc vers l'Élysée que se tournent tous les regards. Et on va aller plus loin avec vous, Jean-Raymond Hugonet, sénateur LR de l'Essonne. Je le rappelle, l'information de cette fin d'après-midi, en tout cas venant de nos confrères du Journal du Dimanche, serait que l'hypothèse d'un report des élections municipales serait désormais sur la table alors que ça ne l'avait pas été jusqu'ici. Est-ce que ça vous semble plausible et est-ce que ça vous semble raisonnable? Plausible, oui, puisque depuis le début de cette opération, on a émis cette hypothèse qui n'était pas au stade 2. Voilà, on nous a dit au niveau du stade 3, ça le serait certainement. Là, je vois qu'il y aurait une avancée du calendrier.
Sincèrement, je veux dire d'abord que quand on a à gérer de pareilles crises et quand on est responsable, que ce soit le président de la République ou le chef du gouvernement, le Premier ministre, voilà, je pense qu'il faut d'abord soutenir dans ces cas-là, parce qu'il doit y avoir union nationale, le mot est peut-être... Je préfère la discipline, c'est-à-dire que chacun doit appliquer les gestes et les recommandations d'usage. De là à aller jusqu'à une annulation du scrutin municipal, à ce moment-là, ça veut dire que le pays est sous cloche totalement, donc on est bien d'accord qu'on va fermer les écoles, qu'on ferme tout et qu'on n'a plus le droit de sortir. Parce que sinon, il faut m'expliquer pourquoi. Tout ça me semble un peu hâtif peut-être. En tout cas, moi je fais partie de ceux qui font, comme l'a dit ma collègue sénatrice, parfaitement confiance aux responsables de notre système de santé pour juguler cette crise et nous dire exactement, dire au peuple français et recommander aux membres du gouvernement ce que l'on doit mettre en place. Voilà. J'ai l'impression, si jamais cette information se confirme, que ça serait peut-être, en tout cas ça me paraît subit. Alors, est-ce qu'il s'est produit un élément dont on n'a pas connaissance et que le président de la République est obligé d'intégrer ? À ce moment-là, je ne comprends pas, parce que sinon, ça ne sert à rien de faire une réunion avec les chefs de parti et de département ou autre. Voilà, il y a là quelque chose qui me paraît un peu étrange, mais je veux croire... On voit les décisions au niveau international aussi, peut-être que les annulations quand même, les annulations en cascade. Oui, les annulations en cascade, mais sincèrement, aujourd'hui, je crois que la France a plutôt pris conscience et les autorités sanitaires ont pris le problème par le bon bout. Et qu'est-ce qui se passe aussi de gens qui ont d'autres pathologies graves et urgentes qui vont arriver dans les hôpitaux ? Est-ce qu'on les considère ? Est-ce qu'on ne les considère pas ? Je pense que là-dessus, il faut garder... Jusqu'ici, il y avait une certaine sérénité. Je ne comprends pas ce qui amènerait le chef de l'État, à moins que quelque chose se soit passé et qu'on ne le sache pas. C'est plus ça que je me pose comme question, sans tenir la théorie du complot et autres, parce qu'il faut être raisonnable dans ces moments-là. Voilà un petit peu ce que... Parce que je le rappelle, Emmanuel Macron est en train actuellement de s'entretenir avec Édouard Philippe, et on le sait aussi, il devrait avoir un rendez-vous téléphonique avec Gérard Larcher en toute fin d'après-midi. Jean-Raymond Hugonet, on va continuer de parler de tout cela, mais on va le faire cette fois avec nos chroniqueurs, si vous le voulez bien. C'est l'heure du club. Et Tam Tranui, on commence ce club avec vous. Vous revenez vous aussi sur cette réunion à Matignon. De nombreux participants demandent plus de moyens, et notamment pour l'hôpital. Oui, effectivement. Olivier Véran a eu beau annoncer le déblocage de 260 millions d'euros pour les hôpitaux il y a une dizaine de jours face à la crise du coronavirus. Beaucoup d'élus de l'opposition jugent que le compte n'y est pas. Ils espèrent encore d'ailleurs des annonces ce soir de la part d'Emmanuel Macron, car il n'y en a pas eu sur ce point-là précis d'Édouard Philippe ce matin. Écoutez, Julien Bayou, le numéro 1 d'Europe Écologie Les Verts, mais aussi le patron des socialistes Olivier Faure. Il faut un collectif budgétaire, une loi de finances rectificative qui permette de donner les moyens aux médecins, ne serait-ce que parce que nous ne voulons pas arriver à la situation que connaissent aujourd'hui les Italiens, où on trie les patients en fonction de leur capacité, en fonction de leur espérance de vie. Pas d'annonce, c'est ça qui me vraiment surprend sur des renforcements de moyens pour l'hôpital public. On sait que les urgences le réclament depuis des mois et des mois. On a un problème de réponse politique à cette crise. Julien Bayou, donc assez déçu, on l'a entendu. Et notez que du côté des socialistes, outre le fait qu'ils réclament un collectif budgétaire pour débloquer plus d'argent pour l'hôpital, ils réclament aussi des mesures sociales, notamment l'abandon de la réforme de l'assurance chômage qui doit entrer en vigueur le 1er avril prochain. Là-dessus, ils sont aussi suivis par la France Insoumise, mais aussi les syndicats qui, hier, déjà étaient les premiers à avoir réclamé un report de cette réforme qui, pour eux, risque d'impacter les plus précaires. Voilà pour le volet social. Sur le volet économique aussi, les oppositions, ils sont allés de leurs propositions. Et oui, si globalement l'unité perdure sur la gestion sanitaire de la crise par l'exécutif, à l'exception notable du Rassemblement national, on sent l'opposition qui est prête à dégainer sur le volet économique. Bruno Retailleau, le patron des sénateurs LR, était à la réunion ce matin. Il s'est montré assez critique. Écoutez. Il y a aussi quand même un autre front qui, je trouve, pour le moment, a été sous-estimé par le gouvernement. C'est le front économique. Je pense que, et d'autres avec moi, que le deuxième trimestre pourrait être récessif. Et on a une obligation d'avoir un bouclier anti-crise beaucoup plus défensif que les premières annonces qui ont été faites, qui sont sans doute bonnes, mais qui sont totalement insuffisantes.
totalement insuffisante, nous dit donc Bruno Retailleau, qui propose un bouclier anticrise, ce sont ces mots, qui est en 3 volets. D'abord, le soutien aux entreprises, notamment aux PME, qui pour lui doit aller beaucoup plus loin que les mesures qui ont été annoncées par l'exécutif jusqu'ici. Il veut aller jusqu'aux allègements, au dégrèvement d'impôts. Deuxièmement, le soutien des salariés avec un chômage partiel qui permet aux salariés de toucher 100% du salaire net. C'est ce qu'il réclame. Et pour lui, cela doit être compensé par l'État pour les entreprises. Et puis enfin, il appelle à un véritable plan de relance pour la suite, avec notamment de l'investissement public. Sauf que tout cela demanderait de lâcher sur le déficit. Tam, le gouvernement y serait prêt? En tout cas, c'est parfaitement assumé par Bruno Retailleau. Ce matin, dans un entretien aux Échos, le patron des sénateurs LR a demandé l'abandon de la barre des 3% de déficit, abandon provisoire, explique-t-il. Je le cite, le rôle de l'État, c'est d'abord de protéger les Français et de garantir l'avenir. Et il n'est pas du tout le seul sur cette ligne. Regardez cet entretien donné par l'économiste Jean Pisani-Ferry, professeur à Sciences Po, ex-conseiller de Macron. Il le dit de façon très franche, ce n'est pas le moment d'économiser. Notez qu'également, ce matin, Julien Bayou a déclaré de façon très claire que pour lui, ce qu'il a compris à l'issue de la réunion, c'est que la France s'apprête à demander l'abandon du pacte de stabilité européen. Jean-Raymond Hugonet, est-ce que pour vous, aujourd'hui, vous êtes d'accord avec cela? Les 3%, c'est plus du tout la priorité? Oui, alors, là encore... C'est pas si simple. Non, mais vous savez, il n'est jamais temps de faire des économies. Voilà, là, on se trouve une excellente raison pour ne pas les faire. Je partage en partie ce qui se dit là. Mais il faut abandonner le pacte de stabilité européen ou pas pour l'instant pour vous? On n'y est pas encore? Mais à votre avis, est-ce qu'on peut le faire? Il peut le réclamer. Il peut aller voir la mais moi, je peux réclamer ce que je veux. Est-ce que je vais l'avoir? Nous sommes là devant un problème très clair où l'on sait qu'une règle européenne qui s'impose à notre État et que les Français n'ont pas forcément validé un jour par un vote s'impose à nous et agit sur nos vies au quotidien. Donc c'est un révélateur. De même que le coronavirus, c'est un révélateur aussi du fait que nous sommes... Et pourtant, Dieu sait si la France est un grand pays puissant, encore. Mais nous sommes totalement démunis. Pourquoi? Parce que c'est une crise qui va engendrer des répercussions bien plus importantes que la répercussion sanitaire, qui est très importante, mais bien plus importante. On le voit bien. La première demande, c'est une demande économique. Nous sommes aujourd'hui avec une espèce de, d'autonomie qui nous fuit. Alors qu'on le réclame, je veux bien. Est-ce que nos partenaires européens vont l'accepter? Par exemple. C'est à négocier. Oui, les Anglais ont le droit d'aller aux États-Unis. Plus nous. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Ce que je veux dire par là, si on en est réduit à de la négociation, alors que c'est un péril, pas uniquement en France, le virus, c'est pas de Tchernobyl, il ne va pas s'arrêter au-dessus de l'Italie, au-dessus de la France. Il y a déjà l'Espagne, il y a déjà le Portugal, on y est. Donc, est-ce qu'il va y avoir à un moment une décision européenne avant qu'un État le demande, comme on est obligé de le quémander, pour dire cette règle, on doit l'assouplir là parce qu'il y a urgence. Ça serait une occasion inespérée pour l'Europe de faire comprendre aux millions de gens qui ne la comprennent plus, cette Europe, qui la souhaitent. On le voit dans les sondages, tout le monde veut de l'Europe, mais dès qu'elle s'applique, on n'en veut plus. Et de leur faire comprendre que l'Europe peut être attentive aux problématiques des nations, et prendre les décisions qui s'imposent. À l'évidence, de toute façon, qu'on nous l'accorde ou qu'on ne l'accorde pas, il faudra la prendre. Parce que quand on y sera obligé et contraint, ça sera une évidence. Allez, on continue avec vous, Caroline Deschamps, chef du pôle web de Public Sénat. Je le disais, les Italiens étant contraints et forcés de rester chez eux, ils communiquent et témoignent beaucoup sur les réseaux sociaux. Oui, Rebecca, l'Italie est sous cloche depuis les nouvelles restrictions annoncées hier soir avec la fermeture donc de tous les commerces, à part l'alimentation et les pharmacies. Les Italiens, ils peuvent à peine sortir, si ce n'est avec des formulaires. Alors forcément, il leur reste les réseaux sociaux comme échappatoire. Et je dois dire que par rapport à la semaine dernière, le niveau d'angoisse est de plus en plus élevé. Et d'ailleurs, la vidéo qui a fait le tour du web, c'est le cri de détresse de Luca Francese, posté sur son compte Facebook. En larmes, il explique qu'il est resté confiné 24 heures avec le corps de sa sœur Teresa, décédée la veille. Elle était épileptique et présentait les symptômes du coronavirus. Il a appelé les secours qui ne sont pas venus. Regardez.
Je suis contraint de combattre cette situation avec toute ma douleur. Ma petite sœur est morte dans le lit et je ne sais pas ce que je dois faire. Je ne peux pas lui donner ce qu'elle mérite puisque l'institution l'a abandonnée. Alors sa sœur a été diagnostiquée post-mortem, la vidéo a été retirée depuis de Facebook, mais il continue à raconter son confinement au jour le jour et il a posté une vidéo hier où il explique que 3 membres de sa famille sont aussi atteints. Ouais, cette vidéo montre aussi un système de santé en souffrance, non, Caro ? Eh bien oui, Rebecca, beaucoup de médecins lancent des SOS sur les réseaux sociaux, comme ce témoignage poignant de ce médecin de Bergame en Lombardie qui a publié un long post sur Facebook qui a été repris par plusieurs sites. Il écrit, je cite, « La situation actuelle est pour le moins dramatique. Aucun autre mot ne me vient à l'esprit. La guerre a littéralement explosé et les combats sont ininterrompus jour et nuit. L'un après l'autre, les pauvres malheureux se présentent aux urgences. » Et puis ce médecin dénonce également, Rebecca, avec force, l'attitude de certains Italiens qui se plaignent en fait des restrictions et qui ne respectent pas les recommandations sanitaires. Et alors, comment l'Italie juge les mesures prises en France pour le moment ? Parce que je vous le rappelle, les mesures pourraient se durcir, puisqu'on attend évidemment l'allocution d'Emmanuel Macron ce soir à 20h, sachant que l'hypothèse d'un report des élections municipales est en train de circuler, en tout cas selon plusieurs confrères, et notamment nos confrères du JDD. On sait qu'Emmanuel Macron est en train de s'entretenir avec Édouard Philippe et que Gérard Larcher a un rendez-vous téléphonique avec lui. Donc il y a potentiellement des mesures plus fortes qui nous attendent, mais jusqu'ici, en tout cas, comment les Italiens ont vu ça ? Au moment où je vous parle, en tous les cas, la presse italienne n'a pas été tendre avec la France. Et puis c'est surtout la sortie de Sibeth Ndiaye à l'issue du Conseil des ministres qui a mis le feu aux poudres. L'Italie a pris des mesures qui n'ont pas permis d'enrayer l'épidémie, a-t-elle dit. Et de nombreux journalistes se sont offusqués en ces termes. La France devrait être moins présomptueuse. Ou encore, comme cette prof italienne installée en France, comment osez-vous ? Alors devant la bronca, parce que vraiment les Italiens sont fâchés. Sibeth Ndiaye a dû faire une mise au point aujourd'hui. Elle dit qu'elle parlait des premières mesures prises et elle adresse aujourd'hui son soutien au peuple italien. Eh bien, du soutien, nos voisins transalpins en ont bien besoin. Et on aurait bien l'air malin si on prenait des mesures dignes de celles de l'Italie ce soir à 20h par le biais d'Emmanuel Macron. On a été un petit peu donneur de leçons, on a été un petit peu maladroit avec les Italiens. Mais comme toujours, on est maladroit et prétentieux. C'est-à-dire que nos amis italiens, on parlait de Bergame. Alors on peut effectivement se dire, s'étonner, vous voyez, vous le savez maintenant, je suis un passionné de football. Hier, l'Atalanta Bergame est allé se qualifier en jouant à l'extérieur. Donc il y a une délégation d'Italiens qui sont allés dans un autre pays. Voilà. Quand la Juve est venue jouer à Lyon, il y a eu 3000 Italiens au début de la crise qui sont venus ici en France. Alors, où il y a des dispositifs européens, quand il y a une crise pareille, qui se mettent en place, clairement, des alliances entre les systèmes de santé dans chaque pays. Mais allez, encore une fois, il faut être économe de sa parole dans ces moments-là. Et Sibeth Ndiaye a perdu une bonne raison de se taire alors, c'est pas une insulte, mais en traitant les Italiens comme des irresponsables ou des gens qui ne seraient pas capables de gérer chez eux. C'est en tout cas le message sous-jacent, oui. Mais qui est-elle pour dire ça ? Et d'une, si elle n'était pas exempte de tout reproche, voilà, moi je veux bien donner du crédit, mais arrêtons. Il y a le président de la République, le chef du gouvernement et le responsable du système de santé, le ministre de la Santé, le directeur, voilà. Mais c'est tout, pas de discours qui n'apportent rien, qui peuvent, à un moment donné où un pays a besoin de solidarité comme l'Italie aujourd'hui, à quoi ressemblerait-on, vous venez de le dire, si ce soir on était obligé de prendre des mesures de ce type, quoi. C'est grotesque. On aurait bien l'air malin. Steve Jourdain, on va terminer ce club avec vous. C'est la chronique hors coronavirus, ou presque. Ou presque. Vous allez nous parler de la privatisation d'ADP. Le référendum n'aura pas lieu ? Fin du recueil des signatures ce jeudi à minuit. Rien ne va plus. Dans quelques heures, il ne sera plus possible de soutenir l'organisation d'un référendum contre la privatisation d'ADP. Alors il faut rappeler que la procédure de référendum d'initiative partagée, le RIP, a été lancée en juin
fin de l'année dernière, il s'agissait pour les parlementaires de bloquer la privatisation souhaitée par le gouvernement, une privatisation prévue par la loi Pacte votée en avril 2019. C'était du jamais vu, c'était inédit. Jamais les parlementaires de l'opposition n'avaient été assez nombreux pour enclencher cette procédure. 185 signatures de parlementaires, une alliance entre la gauche et la droite. Situation exceptionnelle, alliance exceptionnelle. La procédure créée par la révision constitutionnelle de 2008 sous la présidence Sarkozy a finalement été déclenchée au printemps de l'année dernière. Et il fallait recueillir 4,7 millions de signatures de citoyens pour engager ce référendum. C'est ce que prévoit donc la Constitution. Si on regarde le compteur, Steve, c'est un échec. Le compte n'y est pas. 1 200 000 signatures environ ont été comptabilisées par le Conseil constitutionnel. Beaucoup trop peu, pas assez en tout cas pour engager une procédure qui nécessite, rappelons-le, 4 700 000 soutiens. C'est 10% du corps électoral. Le RIP a échoué, c'était son premier véritable test. Il y en aura sans doute d'autres. Emmanuel Macron, on le sait, a promis d'abaisser le seuil de signatures requises à 1 million. Pour l'instant, la réforme constitutionnelle dort dans les cartons du gouvernement. Rebecca. Cela ne signifie pas pour autant que ADP va être privatisé. Le coronavirus, encore lui, est passé par là. Pas de privatisation, en tout cas pas pour tout de suite. C'est ce qu'affirme le gouvernement. En cause, la situation sanitaire, mais aussi, et c'est intéressant, la situation économique actuelle. Le Covid-19 a fait dévisser l'action du groupe ADP en bourse. Cette action, elle valait 170 € à la mi-février. Elle a clôturé hier à 114 €. Écoutez ce que disait Sibeth India hier. En tout état de cause, de toute façon, dans l'immédiat, la question de la privatisation d'ADP ne saurait se poser compte tenu des conditions de marché que nous connaissons. La mise entre parenthèses de la privatisation, une décision qui a été saluée par les parlementaires de droite comme de gauche, souvent pour des raisons un peu différentes. Au Sénat, le chef de file des socialistes, Patrick Kanner, y voit par exemple l'aveu que seules les considérations financières justifiaient cette privatisation. À droite, on salue également la décision du gouvernement, une décision qui s'imposait vu le contexte économique, une décision que certains pensent définitive. Écoutez. Je pense que c'est une suspension avant un renoncement. Je suis convaincu que c'est un recul en bon ordre, c'est habile et je félicite l'habileté. Il a raison, Philippe Dominati, c'est un renoncement, il n'y aura pas de privatisation d'ADP. C'est pas ce qu'on dit du côté du gouvernement. La loi Pacte permet théoriquement la privatisation d'ADP. Légalement, plus rien n'empêche le gouvernement d'enclencher la procédure de privatisation. Au sein du ministère de l'économie, on nous dit que le gouvernement n'a pas renoncé. Il n'y a pas de suspension de la privatisation d'ADP. Avec la loi Pacte, si l'on souhaite privatiser, on peut le faire à tout moment. Voilà ce que nous dit le cabinet de Bruno Le Maire aujourd'hui. À tout moment, Rebecca, oui, mais voilà, pour privatiser, il faut du temps. 6 mois avaient été nécessaires pour préparer la privatisation de la Française des Jeux. À Bercy, on estime que la privatisation d'ADP prendrait plus longtemps, entre 9 et 10 mois. Pour le moment, à Bercy, on ne planche pas sur le projet de privatisation. 9-10 mois, Rebecca, faites les calculs. Difficile d'imaginer le gouvernement engager une telle réforme à l'approche de la présidentielle de 2022. Bref, il n'y aura pas de privatisation avant plusieurs années. Jean-Raymond Hugonet, c'est une bonne nouvelle ? Vaut mieux entendre ça que d'être sourd, si vous voulez. Moi, alors là, pour parler de ça, je suis très à l'aise, parce que quand le sujet est arrivé, je faisais partie de la commission spéciale Pacte. Et je suis le premier avec Roger Carucci, mais j'ai interrogé, il se trouve que c'était comme ça, le premier, monsieur le maire, pour lui dire quand même qu'il avait la mémoire courte. Parce que rappelons-nous, il était directeur de cabinet de Dominique de Villepin quand on a privatisé les autoroutes avec le succès que l'on connaît. Et il n'y a pas de hasard dans la vie, puisque nous sommes actuellement avec mon collègue Vincent Delahaye dans la commission d'enquête sur les concessions autoroutières. Et là, on a reçu hier Gilles de Robien. Et là, on navigue dans le sublime. On le sait que ça a été un échec parfait. Et là, on essaie de nous faire croire, toujours de la même façon, dans une loi, on glisse une fève, vous voyez, comme dans les galettes des rois. La fève, c'était la privatisation d'ADP. De qui se moque-t-on ? Il est clair qu'un pays, des structures comme celle-ci, le pays doit garder la totalité, je ne sais pas, mais doit garder le contrôle de ces grandes structures. C'est comme dans un corps humain, si vous louez vos artères coronaires, qu'est-ce qui va devenir ? Bon, c'est exactement la même chose. Et puis vous avouerez aussi que privatiser un monopole, alors ça, si ce n'est pas un cadeau, ça s'appelle comment ? Privatiser un monopole. Mais donc, ce qui se passe là,
je fais partie de ceux qui n'ont pas participé à cette tarte à la crème du RIP. Pourquoi? Parce qu'il a été... Pourquoi? Parce que c'est très clair. Il a été introduit dans la Constitution pour que jamais on puisse s'en servir et que jamais on puisse atteindre le seuil. Parce que, je ne sais pas si vous avez essayé de signer, mais pour faire partie des 1 million et quelques consignés, il fallait passer quand même... Bon, donc tout ça, on se moque du monde. On se moque du monde. Des parlementaires sont là pour voter ou contrer une loi. Nous avons fait notre travail. Maintenant, je conseille à M. Le Maire, qui fait des rodomontades en disant « oui, c'est voté, on peut le faire quand on veut », ou à son cabinet, je lui conseille, dans l'état actuel du pays, de le faire. Et il va voir si des gilets jaunes, si d'autres personnes qui sont très heureuses de ce qui se fait aujourd'hui en France ne vont pas se mobiliser. C'est un scandale absolu, à la fois financier, à la fois en termes de sécurité et en termes d'environnement, parce qu'en étant sénateur de l'Essonne, je peux vous garantir qu'on a un petit sujet d'environnement avec la plateforme d'Orly. Et on continue, Jean-Raymond Hugonet, c'est l'heure de Ça se passe chez vous. Ça se passe chez vous, spécial municipal, si toutefois elles ont lieu, je le rappelle. On vous emmène à Pau, le fief de François Bayrou, maire sortant, patron du MoDem, proche d'Emmanuel Macron et soutenu par La République En Marche et LR. Autant de raisons qui l'ont poussé à mener la campagne d'un peu loin, ou en tout cas en laissant ses colistiers sur le terrain, ce qui suscite pas mal de critiques parmi ses opposants. Illustration avec ce reportage de Cécile Sixou et d'Audrey Vuettaz. Ici à Pau, la campagne se fait avec un grand absent, François Bayrou, le maire de Pau qui n'a pas d'opposition, ni LR ni LREM qui se sont ralliés à sa candidature. Et face à lui, une gauche qui part en ordre dispersé, a un boulevard pour l'emporter. Du coup, pour cette campagne, il fait le strict minimum, ce qui déplaît à ses adversaires, et notamment Jean-François Blanco, le candidat écologiste. Il se présente comme celui qui gagnera à tous les coups cette élection et qui n'a pas besoin de participer au débat. Alors peut-être le pense-t-il, mais nous verrons. Bonjour Jean-François Blanco. Ce soir, vous avez été invité, comme tous les candidats ici à Pau, à participer à un grand oral sur le vélo. Tous les candidats sont présents, mais il y a un absent, c'est le favori de cette élection, François Bayrou. Est-ce que vous le trouvez présent quand même sur le terrain ici à Pau, dans cette campagne ou pas? Son absence ce soir confirme que pour lui, la marche à pied, le vélo sont des sujets secondaires. Sa politique a consisté à créer du danger pour les utilisateurs du vélo en ne créant pas de pistes cyclables en continuité et sécurisées. Il se désintéresse du vélo comme il se désintéresse des mobilités douces. François Bayrou est donné favori. Vous, à gauche, vous n'avez pas réussi à réunir vos listes. Alors pourquoi vous n'avez pas réussi? L'accord avec... la liste des socialistes et des communistes était impossible car nous ne partageons pas le diagnostic sur la gravité de la crise climatique. Est-ce que vous ne lui créez pas un boulevard à François Bayrou en partant désunis à ces élections? Absolument pas. Au second tour, les Paloises et les Palois auront le choix entre ma liste pour l'écologie et le passé, l'ancien monde de François Bayrou, qui est dans la politique depuis 40 ans. C'est un homme du passé qui n'a pas compris l'exigence climatique. Bonjour Kenny Bertonazzi, vous êtes sur la liste de François Bayrou, alors pourquoi il n'était pas là ce soir? Comme il le fait souvent sur certains sujets, c'est d'abord une équipe, il n'y a pas que François Bayrou qui est tête de liste et qui s'appuie sur les membres de sa liste pour pouvoir parfois le représenter. On l'a entendu ce soir, ses adversaires lui reprochent de ne pas être là et lui reprochent de ne pas faire campagne. Est-ce que c'est vrai? Non, on fait campagne depuis 6 ans, depuis le début du mandat. On n'a pas besoin de pouvoir prouver quelque chose plus maintenant qu'avant. Vous pourriez passer dès le premier tour? Il ne faut surtout pas le dire parce que cela pourrait démobiliser l'électorat. C'est pas facile tous les jours, mais c'est très très bien. Ouais. Non, moi je suis très contente. Non, mais on a besoin de gens comme vous dans cette ville de Pau pour redynamiser un peu cette rue. Moi je suis contente. Bonjour Jérôme Marbeau. Bonjour. Ici à Pau, il y a 2 listes à gauche, la vôtre et celle de Jean-François Blanco. Est-ce que vous avez l'impression que François Bayrou fait campagne? Il a repoussé le plus longtemps possible son entrée en campagne avec une déclaration très tardive. Puis on le voit, il n'est pas vraiment à la campagne. En réalité, comme depuis 6 ans, sa tête est ailleurs. Sa tête est à sa carrière nationale, ses ambitions nationales, son amitié avec Emmanuel Macron. Et c'est pas vraiment ni Pau ni les Palois et les Paloises qui l'intéressent. Pour vous, c'est pas un petit peu difficile d'avoir face à vous un rival qui n'est pas présent?
Vous savez, nous, on a commencé la campagne depuis plus de 6 mois. On n'a pas attendu François Bayrou pour le faire. Et donc, on est dans cette logique-là de dialogue. Les campagnes électorales sont une respiration démocratique. Le 15 mars prochain, François Bayrou pourrait être élu dès le premier tour, mais sa mise en examen dans l'affaire des emplois fictifs au Parlement européen pourrait l'obliger dans les 6 ans à venir à quitter son fauteuil de maire s'il est condamné. Et je le rappelle, si les élections ont bien lieu, puisque, je vous le rappelle, c'est l'information de cette fin d'après-midi, en tout cas d'après nos confrères du journal du dimanche, l'hypothèse d'un report du scrutin municipal serait actuellement sur la table. Édouard Philippe et Emmanuel Macron sont en train de s'entretenir et Gérard Larcher a un rendez-vous téléphonique avec Emmanuel Macron dans les minutes qui viennent. Toujours par souci d'équité, on va quand même jeter un coup d'œil à la liste de tous les candidats aux élections municipales de Pau. Les voici. Merci infiniment, Jean-Raymond Hugonet, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à tous les trois d'avoir fait partie de ce club. La suite des LPL, c'est notre match des idées et notre grand débat. Et bienvenue si vous nous rejoignez sur Public Sénat. Allons plus loin encore ce soir. Nous sommes ensemble pendant une heure complète. Voici le programme. C'est parti. Dans une demi-heure, notre grand débat. On va reparler du coronavirus, mais sous un angle très international, parce qu'il est bien possible que la crise laisse des traces dans les relations entre nos différents pays. Entre les États-Unis et l'Europe, par exemple, Trump ne nous ménage pas. Au-delà des vols qu'il suspend, il y a les critiques qu'il formule sur la gestion européenne de la crise. Et puis, au sein même de l'Europe, on peut s'interroger sur les politiques nationales, toutes très différentes. L'Union doit-elle nommer un commissaire entièrement dédié au coronavirus? L'Italie est-elle maladroitement montrée du doigt? Hashtag ALPL si vous avez envie de réagir sur Twitter. Durant cette heure, nous irons comme tous les soirs en salle des conférences pour faire réagir sénateurs et sénatrices. Ce sera à votre micro, Alexandre Poussard. Et oui, Rebecca, les élections municipales, si elles ont lieu, vont-elles recréer le clivage politique entre la droite et la gauche? On posera la question au sénateur socialiste Jean-Pierre Sueur. A tout à l'heure, Alexandre, mais d'abord notre match des idées spécial municipal, confrontation de points de vue ce soir entre Jean-Philippe Delsol et Éric Delannoy. C'est le dernier match avant le premier tour du scrutin, si toutefois il a lieu. Je vous rappelle que l'hypothèse d'un report est sur la table. Édouard Philippe est en train de s'entretenir avec Emmanuel Macron et le président du Sénat a un rendez-vous téléphonique qui est prévu avec Emmanuel Macron en fin d'après-midi. C'est en tout cas, quoi qu'il arrive, le bon moment de faire un premier bilan sur cette campagne qui a été pour le moins chahutée. On voit cela avec Fabien Recker. L'élection municipale aura-t-elle lieu dimanche? Si rien n'est acté, un report du scrutin serait désormais envisagé par l'Élysée. Ultime rebondissement d'une campagne hors norme. Depuis janvier, la propagation du coronavirus avait déjà largement impacté la campagne, jusqu'aux annulations de meetings des derniers jours et la forte inquiétude concernant la participation. Une campagne électorale marquée par ailleurs par un climat social tendu et la fronde toujours présente contre la réforme des retraites. Une campagne marquée aussi par le psychodrame parisien et la déflagration de l'affaire Griveaux, poussée à la démission après la fuite de vidéos intimes. J'ai décidé de retirer ma candidature à l'élection municipale parisienne. Un séisme qui obligera l'exécutif à lancer, en pleine crise sanitaire, l'ancienne ministre de la Santé Agnès Buzyn dans la bataille des municipales à Paris. Aucun problème de légitimité. Une campagne inédite donc, et dont l'épilogue se trouve désormais suspendu aux propos du chef de l'État. Avec nous pour le match des idées ce soir, Éric Delannoy, bienvenue. Vous êtes économiste et président fondateur du cabinet Tenzing. Jean-Philippe Delsol, bienvenue à vous également. Vous êtes avocat et président de l'Institut de recherche économique et fiscale. Merci à tous les deux d'être ici. Je rappelle l'information de cette fin d'après-midi, une information qui nous vient de nos confrères du journal du dimanche. Ils nous disent que peut-être, ça y est, cette fois, l'exécutif envisagerait un possible report des élections municipales. J'aimerais vous faire d'abord réagir à cette information non encore confirmée puisqu'on attend l'allocution d'Emmanuel Macron. Écoutez, moi je pense que ce serait un très mauvais signal donné, c'est-à-dire qu'en gros, à la peur qui est déjà très importante, on rajoute la peur, qui est cautionnée par l'exécutif, donc ça devient vraiment quelque chose qui ne sera finalement plus maîtrisable, ayant comme opinion personnelle qu'on vit plutôt une pandémie de la peur qu'une pandémie d'un virus très grave. Donc je pense que ce serait un très mauvais signal qui serait lié au fait qu'on n'est pas capable finalement de réguler cette épidémie avec du bon sens. Le
bon sens qui peut exister, y compris pour organiser ces élections municipales. Ça peut être des mesures qui sont assez difficiles à mettre en place pragmatiquement, mais néanmoins qui sont pas inaccessibles. Mettre des gels hydroalcooliques dans les urnes. On ne ferait pas prendre des risques inconsidérés aux concitoyens en les faisant venir dans des bureaux de vote. Après, ça nous ferait... Alors, je ne suis pas épidémiologue, mais on commence à avoir quelques notions à la fois statistiques de ce virus. Encore une fois, s'il y avait eu une grosse grippe saisonnière, on n'aurait pas annulé les municipales. Donc je ne vois pas pourquoi, en l'occurrence, rappelons quand même que 98% de la population restera guérie ou ne sera pas atteinte par ce virus-là. 98% de la population. Remettre en cause le processus démocratique, alors qu'en gros, on n'est quand même pas sur une crise de l'Ebola, quoi. Donc je pense que ça serait un très mauvais signal qui montrerait que l'exécutif n'est pas à la hauteur du sang-froid qu'on attend. Je rappelle que l'hypothèse est dans les tuyaux seulement. On n'a aucune confirmation pour le moment, Jean-Philippe. Oui, il faut attendre, bien sûr. Mais si tel était le cas, alors je partagerais l'opinion de M. Delannoy. Oui. Ceci dit, il faut se poser des questions. Si tel était le cas, qu'est-ce que ça voudrait dire? Pourquoi? Qu'est-ce que ça voudrait dire? Moi, je vois deux hypothèses, entre lesquelles il y en a sûrement beaucoup d'autres. Soit c'est parce que le gouvernement et M. Macron veulent aller dans le sens de cette opinion qui a lâché les freins et qui chaque jour voit le pire, encouragé par les médias, si vous me permettez d'ailleurs aussi. Et puis par... Mais quelle opinion? Les sondages dont on montre l'opinion que c'est dangereux. L'intention de se rendre. L'opinion que c'est dangereux. Il y a une opinion qui veut que nous vivions un moment extrêmement dangereux. On a peur de l'autre. On a peur d'aller dans le métro. On a peur de voyager, bien sûr, mais on a peur d'aller dans une réunion. On a peur de dîner avec un ami. Les gens ont peur. Et alors, il y a la deuxième hypothèse. Qui serait la plus terrible, je ne la souhaite pas. Mais quand même, puisque nous faisons de la politique ici, je crois qu'il faut l'envisager. Oui. Vous savez, c'est Machiavel qui a inventé d'ailleurs ce concept et qui disait « Quand on ne sait pas gouverner par la bonté, par la direction du bien, alors il faut gouverner par la peur. » Voudraient-ils, nos gouvernants, gouverner par la peur à un moment où, c'est vrai, mais on va en reparler, je pense, mais la réforme des retraites avait besoin d'être escamotée. Ils y ont réussi. Et les municipales ne sont pas gagnées pour LREM. N'est-ce pas un moyen de tenter la chance de les gagner autrement? C'est terrible, ce que vous dites. Oui, c'est terrible, mais je le dis, parce qu'on a le devoir de se poser ces questions. Alors, quasiment aucun responsable politique d'envergure nationale n'est pour un report de ces élections municipales. Mais au niveau local, il y a quand même quelques voix qui se sont élevées. Celle du maire du 1er arrondissement de Paris, Jean-François Le Garret, qui ne se représente pas, je le précise. Et dans le Parisien, il nous dit... Aujourd'hui, la campagne ne peut pas se dérouler normalement puisque les candidats annulent leur meeting en cascade. Le report des élections est donc pleinement justifié, nous dit-il. Et il n'y a pas qu'au niveau local qu'on se pose la question dans les couloirs de Bruxelles. On s'interroge aussi. Je voudrais que vous écoutiez ce que nous a dit hier soir Richard Verly, journaliste spécialiste d'Europe pour le journal suisse Le Temps. Il était sur ce même plateau. Écoutez. Hier, j'étais au téléphone avec des collègues correspondants à Bruxelles qui suivent les affaires européennes. Vous savez qu'il y avait une visioconférence hier des chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne. Et une des questions qui apparemment a été posée lors de cette conférence, c'est pourquoi la France maintient des élections municipales qui sont donc un flot, des déplacements considérables de population, qu'on le veuille ou non, même si des précautions sont prises dans les isoloirs. On a vu tout à l'heure, on a entendu les recommandations du ministère de l'Intérieur. Il n'empêche que ça veut dire que beaucoup de gens vont se mettre à circuler, vont entrer en contact les uns avec les autres. Vous voyez, les autres s'affolent pour nous, j'ai envie de dire. Non, mais d'autant plus que c'est facile de s'affoler quand on n'est pas concerné. L'Europe, en plus, est très très mal placée pour donner des leçons, alors qu'il n'y a aucune solidarité dans la gestion de cette crise, par ailleurs. Donc, s'il y avait une vraie mobilisation et une véritable empathie vis-à-vis des pays qui sont touchés par ce virus-là, on aurait une mobilisation bien plus conséquente, notamment vis-à-vis de l'Italie. Donc, moi, les donneurs de leçons, ça m'a jamais vraiment impressionné. Donc, non, mais le vrai sujet, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Je voudrais revenir quand même sur la deuxième hypothèse de M. Delsol, qui est quand même... Qui est absolument terrible et qui serait extrêmement beaucoup plus risqué que de ne pas reporter les élections. Parce que c'est très risqué de ne pas reporter, de prendre la décision de ne pas reporter les élections. Ne pas aller dans le sens de l'opinion est un pari risqué politiquement parce que tout dérapage de l'épidémie potentielle serait mis au passif. Se retournerait contre lui. Mais en revanche, jouer cette carte serait encore bien pire en termes de pari. Parce que ça voudrait dire cautionner le fait que l'économie dégringole, qu'on la laisse dégringoler, sans finalement avoir beaucoup de leviers. Parce qu'à partir du moment où on accepte de ne plus avoir la maîtrise de quoi que ce soit, parce que c'est le signal que ça va donner, c'est qu'on n'a pas la maîtrise de quoi que ce soit et donc on empêche les gens de vivre,
et on empêche les gens de se déplacer, parce qu'il ne faut pas rigoler. Écoutez les épidémiologistes qui vous disent que ce n'est pas un virus aérien. Il faut un contact physique. Si on prend les précautions qui sont utiles, ces gestes barrières, on limitera la propagation. Sauf que ces gestes barrières, en fait, c'est là le vrai problème en termes de responsabilité. Ils ne sont pas respectés. Et c'est ça le sujet. Enfin, je voudrais juste faire un petit commentaire un peu désagréable. Il y a une enquête IFOP qui vient de sortir qui montre quand même que 5% des Français se lavent une fois par semaine et que 25% d'entre eux ne se lavent pas tous les jours. Vous rendez-vous compte de ce que ça veut dire de devoir se laver les mains plusieurs fois par jour? Il y a un cri d'alarme lancé par les médecins notamment. Mais bien sûr, mais c'est là que doit se jouer la bataille contre le coronavirus. Et certainement pas dans le fait d'arrêter l'économie et d'arrêter tout déplacement des personnes. Jean-Philippe Delson. Oui, je partage là aussi, parce que, en fait, arrêter l'économie, c'est prendre des mesures sur ce qu'on voit et se cacher la face sur ce qu'on ne voit pas. Car cet arrêt de l'économie, qui peut être très grave, c'est combien d'entreprises qui font faillite? Combien d'emplois perdus? Combien de gens qu'on rend à la misère? Combien de pauvres qu'on crée et de maladies qu'on favorise? Combien de morts qu'on favorise? Il faudrait en faire le compte, il n'est pas possible. Mais ce que je veux dire, c'est que, bien sûr, on nous dit, moi je ne suis pas plus médecin que vous, monsieur Lannoy, mais on nous dit c'est différent cette fois. On nous a toujours dit c'est différent cette fois, hein, avec toutes les précédentes épidémies. Je constate simplement qu'on compte les morts encore par milliers, ce qui est déjà beaucoup trop, bien sûr. Ceci dit, selon les statistiques de l'OMS et selon les années, le nombre de morts de la grippe ordinaire oscille entre 290 000 et 650 000 personnes par an dans le monde. Alors on en est très, 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 très loin. Et moi, je vais rajouter quelque chose. Je me demande si, au fond, parce que j'ai donné des raisons tactiques tout à l'heure, un peu des comportements, mais pourquoi tout ça? Est-ce qu'il n'y a pas, au fond, un vrai problème de notre société qui serait que nous ne voulons plus regarder la mort? Car bien sûr, une létalité, c'est-à-dire le nombre de morts par rapport aux gens contaminés, qui va entre, mettons, 2 et 3% par rapport à la létalité de la grippe ordinaire, qui est plutôt entre 0,2 et 0,3%, c'est beaucoup. C'est 7 à 10 fois plus. Mais ce n'est pas un refus de voir la mort, c'est un refus de voir la mort prématurée. Mais non, c'est un refus de voir la mort. Enfin, c'est un refus d'avoir la mort chez son voisin. C'est un refus de voir sa mort. Ce que je comprends très bien. Mais ceci dit, nous ne voulons plus vivre avec la mort quand elle est là, malgré nous, alors qu'en réalité, on veut une société qui n'a plus aucun risque. Et ça n'est pas possible, ça n'existe pas. Quand nous atteignons certains risques, nous en créons d'autres, et parfois beaucoup d'autres. Et là, je crois qu'il y a une vraie réflexion en profondeur à avoir. Moi, je suis assez d'accord qu'il y a un vrai sujet où la communauté citoyenne devient l'agrégation des peurs. Et c'est pas comme ça qu'on fait société. Et cette peur de la mort, je suis assez d'accord pour dire que c'est prééminent. Et moi, j'ai vraiment une question à poser, qu'on aurait dû poser au président Chirac quand il était vivant. C'est est-ce qu'on va survivre? Est-ce que notre société survivra au principe de précaution? Absolument. C'est un vrai sujet. Est-ce qu'on va survivre au principe de précaution? Et la question se pose à nouveau, puisque je vous le rappelle, on attend une intervention du chef de l'État dans moins de 2 heures maintenant. Et qui pourrait possiblement, selon les informations du JDD, annoncer un report des élections municipales. On va quand même passer au deuxième volet de ce match spécial municipal. A priori, ce seront donc les premières élections locales sous le mandat Macron. Après une grande vague de dégagisme, de renouvellement des visages et des profils en politique, ce scrutin signera-t-il le retour du vieux clivage gauche-droite? Avant de vous poser la question, on va demander à Jean-Pierre Sueur ce qu'il en pense, sénateur socialiste du Loiret. Il est en salle des conférences avec Alexandre Poussard. Jean-Pierre Sueur, est-ce que vous pensez que les élections municipales vont faire renaître ce clivage droite-gauche? Je pense que ce clivage n'a jamais disparu. Que la politique en France est structurée sur ce clivage. Mais soyons plus réalistes, plus vrais. Il y a des gauches et des droites au pluriel. Et Emmanuel Macron, il a eu l'idée de dire on va faire un seul parti en marche qui sera central et de gauche et de droite, une sorte de grand parti central. Et je vais vous dire ce que je lui ai dit d'ailleurs quand il m'en a parlé avant d'être candidat à l'élection présidentielle. Je lui ai dit que, bien entendu, c'était une idée qui pouvait faire rêver. Les Français peuvent espérer cela. Mais que c'était une idée qui était totalement irréaliste. Et ce qui se passe, voyez-vous, et
On a vu ça aux dernières présidentielles. Le risque, c'est qu'on ait ce grand parti et puis les extrêmes. Et peut-être que Emmanuel Macron se prépare à un nouveau face-à-face avec Marine Le Pen. Mais est-ce que c'est bon? Et est-ce qu'il n'y aura pas un moment où, et je crains cela, je crains même cela pour la prochaine présidentielle, où un certain nombre d'électeurs de gauche, par exemple, me disent « J'ai voté Macron la dernière fois pour faire barrage à Le Pen, mais je ne recommencerai pas. » Ils s'abstiendront la prochaine fois. Et le risque, vous le voyez bien. Ouais. C'est une France où Marine Le Pen deviendrait majoritaire. Je ne l'espère pas du tout. Je ne le souhaite pas du tout. Et alors, je réponds à votre question. Finalement, l'idée du grand parti qui va tout englober, je n'y crois pas. Et en revanche, je crois qu'il est normal que le débat politique se structure autour de groupements que les gens se donnent, qui s'appellent des partis politiques, avec plusieurs partis de droite, plusieurs partis du centre, plusieurs partis de gauche, et qu'il puisse y avoir d'ailleurs des accords, des coalitions entre ces partis. Mais l'idée du grand parti qui va attraper tout, je n'y crois pas. Et d'ailleurs, on va bien voir qu'au municipal, ça va être un parti qui va attraper rien ou presque rien. Parce que c'est géologique en France, d'abord, les partis politiques. Il ne faut pas croire qu'on abolit tout en un tournement et qu'on crée tout d'un coup un grand parti qui va tout englober. Je n'y crois pas. Très bien. Merci beaucoup, Jean-Pierre Sueur, et on verra si ce grand parti central fait de bons scores aux élections municipales. Merci, Jean-Pierre Sueur. Merci. Merci beaucoup Alexandre. Jean-Philippe Delsol, un grand parti attrape-tout qui n'attraperait rien lors de ces municipales. Il a un peu raison ou pas? Il est peut-être un peu excessif. Ouais. Mais ceci dit, je pense qu'il a fondamentalement raison. Emmanuel Macron a gagné sur la jeunesse, la nouveauté, un esprit qui transcendait les partis. Et il a gagné en allant pêcher un peu partout, et notamment au Parti socialiste et à la République. Chez les Républicains, pardon. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Assez rapidement, au bout de 12 à 18 mois, on s'est aperçu que ce n'était pas si nouveau. Il avait annoncé une forme de libéralisme qu'il voulait faire passer par l'État. C'était un peu paradoxal, pour ne pas dire résolument contradictoire, et les gens ont commencé à comprendre que ça ne pouvait pas fonctionner. Et puis sont arrivées des réformes comme celle de la retraite, qui ont mis les gens face à leurs problèmes et à leur avenir, et qui se sont dit, mais ça ne marche pas. Et donc, au fond, ce que je crois, c'est qu'aujourd'hui, les gens, et peut-être plus à droite qu'à gauche, car les socialistes probablement n'ont pas encore reconstitué leur force, ou mal. À droite, il me semble que les Républicains sont en train de le faire, avec plus de vigueur, et qu'ils rallient sur une base, et là aussi, je vais toujours être un peu provocateur, mais on est là aussi pour dire des vérités, sous-jacentes. Et je crois qu'un certain nombre de gens, et les Républicains l'utilisent, finalement se disent, mais ces gens qui ont été chez Macron, c'était des traîtres. Et on n'aime pas les traîtres. Il y a un jour où on ne les aime plus, en tout cas. Et donc aujourd'hui, au fond, la droite est face à des responsabilités, c'est de retrouver le bon message. Je crois qu'elle a une occasion formidable, parce qu'on voit bien les campagnes de Rachida Dati, pour donner que quelques exemples à Paris, ou d'Étienne Blanc à Lyon, qui vont dépasser assez largement les 20%. Donc qui vont regagner véritablement ce que Fillon avait dans sa corbeille. Les gens ont quitté Fillon parce qu'ils ont été déçus d'un comportement que je ne veux pas qualifier. Qui est entre les mains de la justice. Les tribunaux se prononceront, mais même si les tribunaux considèrent qu'il y a non-lieu, ce qui est possible, parce qu'en droit, je pense que ce n'est pas si évident que ça, sur un plan moral, comportemental, on n'a pas aimé. Donc on s'en est détourné, mais le fond, il est là. Ce conservatisme libéral. Et la droite aurait tort, justement, mais j'en termine par là, si elle veut aller jusqu'au bout de sa victoire, de ne pas assumer ce conservatisme libéral, ce que parfois, d'ailleurs, elle semble justement vouloir faire, c'est-à-dire ne pas faire, ne pas assumer. Éric Delannoy, le macronisme pourrait faire pchit lors de ces municipales, si toutefois elles ont lieu ce dimanche. S'il devait faire pchit, ça ne serait pas pour une question de recomposition quelconque politique. Alors, je vais vous donner quelques exemples. D'abord, le discours que j'entends là, c'est le discours qui disait en 2016 et en début 2017, Macron ne gagnera jamais, parce qu'en France, la vie politique est structurée entre droite et gauche. Emmanuel Macron se positionne autrement, donc il ne gagnera jamais. C'est ce qu'on entendait. Hein. Donc on voit bien que finalement, ça n'exclut pas le fait que les faits le démontrent. Non, mais les élections locales sont un peu différentes. Alors les élections locales, elles sont différentes par le fait de la proximité de ceux qui sont élus par rapport à la population. Rappelons quand même que
85% des municipalités sont moins de 2000 habitants en France. 3% des municipalités concentrent 50% de la population. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez une immense majorité des municipalités qui vont élire des personnes qui sont connues de l'entourage. Et en général, l'étiquette ne compte pas. Dans les grandes villes, c'est un peu différent. Vous avez, si vous le constatez, dans les villes de plus de 10 000, 20 000, 30 000 habitants, je parlerai ensuite des dernières, si vous le constatez, des listes électorales qui ne sont pas marquées politiquement, justement, parce que quand c'est un candidat En Marche, il va avoir le petit logo Modem, quelquefois, il va avoir le logo Les Verts, par des alliances opportunistes. Mais ça veut dire qu'on est d'abord sur des programmes, sur des idées qui structurent la vie politique française autrement, et je vais y revenir, plutôt que sur des étiquettes qui ont montré leurs limites et qui ont laissé place à autre chose. Cette structuration différente, moi je la vois exactement dans le programme politique tel qu'il est mis en place, c'est-à-dire une opposition entre le progressisme et le conservatisme, potentiellement. La loi Pacte en est un exemple parfait. Le plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises. C'est une loi, je mets au défi quiconque de dire si c'est une loi de droite ou une loi de gauche. Pourquoi ? Parce que dedans, vous avez des mesures qui vont être considérées de droite sous prétexte qu'elles vont libéraliser les entreprises et faire en sorte que ces entreprises fonctionnent mieux. Et puis, il va y avoir ceux qui vont dire, bah non, c'est une loi de gauche, puisque, regardez, on est en train de changer le capitalisme en mettant en place la notion d'entreprise à mission. Ça veut dire que dans toute la politique qui est de Macron, d'ailleurs, c'était son projet à l'élection présidentielle, libérer et protéger. Vous avez une vision sur la société qui constitue à mettre en place un mouvement dans lequel il y a une émancipation de l'individu, qui ne peut pas se résoudre par un clivage gauche-droite, qui est une forme de clientélisme assez vieux, qui a fait la démonstration que ça ne fonctionnait pas. Et aujourd'hui, on voit dans les réformes qui sont faites qu'il y a ceux qui ne veulent rien changer et ceux qui ont envie de bouger. Et c'est ce clivage-là qui est en train de se mettre en place. Et c'est pareil au niveau des municipales. Au niveau des municipales, vous savez, ceux qui vont défendre des bilans et ceux qui vont vouloir partir sur de l'écologie, transformer la société. Ils ne vont pas opter pour un choix plus rassurant qui est d'opter pour les partis historiques, les vieux. Surtout que le gouvernement, l'exécutif, la majorité présidentielle a souvent été qualifié d'amateur. Est-ce qu'on n'a pas envie d'un retour peut-être aux vieux routards de la politique qui s'y connaissent en politique ? Qualifié d'amateur, après on fait des jingles quasiment de toutes les expressions des politiques parce qu'on adore simplifier les choses, mais il faut bien voir qu'effectivement ce qui compte au niveau local, c'est de faire en sorte qu'on puisse avoir des personnes compétentes au niveau local. Moi je vais vous dire, j'ai participé au programme des municipales nationales, c'est-à-dire les grandes thématiques dont devraient se prendre en charge les candidats de En Marche. Dedans, on a pris des exemples qui étaient de villes qui étaient de droite et de gauche, parce que typiquement, il y a des bonnes idées partout. L'idée, c'est de faire mouvement pour préparer la France à se mettre dans le XXIe siècle, y compris les collectivités locales. Et là, il y a beaucoup de conservatisme, et le clivage qui existe aujourd'hui, c'est cela, en termes social, en termes économiques et en termes industriels. Et il y a toujours une grande question qui plane au-dessus des scrutins locaux en général, c'est doit-il y avoir, oui ou non, une lecture nationale ? Avant de vous interroger, je vous donne 2 chiffres issus d'un sondage Opinionway. 54% des sondés disent que la situation nationale comptera dans leur vote. 43% pensent que le projet de réforme des retraites, en particulier, aura un impact sur leur vote. Quelle conclusion vous en tirez, Jean-Philippe Delsa ? C'est effectivement pas très cohérent en soi, parce que les élus municipaux, directement, ne vont pas peser sur la réforme des retraites. En réalité, c'est plein de bon sens. Parce que ce tissu local, c'est d'abord demain le paysage du Sénat, d'une part, on est sur Public Sénat, mais c'est aussi le paysage d'une opinion, le reflet d'une opinion. Et donc, c'est très très important. Et je crois qu'ils veulent s'exprimer. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit les uns et les autres, enfin non, vous, madame, sur le fait que les gens rechercheraient un peu les classiques, en quelque sorte, les figures connues. Je ne crois pas que ce soit tellement vrai. D'ailleurs, la droite elle-même, et les socialistes, la droite, les écologistes, bien sûr, c'est eux qui vont tirer peut-être à gauche les marrons du feu, ont essayé de mettre en place des figures nouvelles, même peut-être habituées à la politique, mais qui font partie d'un renouveau. Et je crois que les uns et les autres, ils sont plutôt globalement parvenus, surtout dans les équipages, peut-être pas à la tête, mais dans les équipages. Et ce que veulent les gens, et c'est lié à votre question, c'est une cohérence dans le programme. Et donc ils veulent la sécurité locale, ils veulent un certain nombre de services. D'ailleurs, ils sont parfois contradictoires, puisqu'ils veulent plus de services et moins d'impôts. Mais ils veulent une certaine cohérence. Et je vais prendre un exemple. Globalement, alors à droite, moi je suis plutôt, comme chacun l'a compris, de la droite libérale. Mais il y a une véritable volonté de mettre les gens face à leurs responsabilités.
et ils disent mais comment est-ce possible si la taxe d'habitation a été supprimée et qu'on va nous retaxer autrement, forcément, et alors on ne sait plus rien. Et on ne sait plus qui paye quoi, et finalement, plus personne n'aura de responsabilité dans cette affaire. C'est un exemple. Sur la question de cette lecture nationale, je voudrais juste vous soumettre une opinion, la soumettre à votre réflexion. C'est celle de Denis Jambard dans Challenge. Il nous dit « On connaît la chanson des pouvoirs en place. Depuis toujours, ils s'emploient à minimiser les enjeux des élections intermédiaires. C'est tout simplement ignorer l'histoire électorale du pays et le sens de tous les scrutins territoriaux. » Et il nous explique pourquoi, selon lui. Leurs résultats modifient toujours le paysage politique, car ils donnent une forte indication sur les rapports de force globaux. Ils traduisent mieux que les sondages la sensibilité réelle du pays à un moment précis. Ils permettent enfin de détecter ces courants profonds invisibles. Qu'en pensez-vous ? Moi, je pense qu'il y a beaucoup de bon sens dans ce que dit M. Jambard. Il y a néanmoins une limite qui est ce que j'évoquais tout à l'heure, qui est la proximité. Je pense que le gros problème d'En Marche aujourd'hui, c'est sa jeunesse. La jeunesse d'En Marche, c'est-à-dire qu'on raisonne comme si on était dans un paysage politique stabilisé, ce qui n'est pas le cas. Nous avons là un parti qui a moins de 3 ans, Enfin, c'est considérable ce qui a été fait en 3 ans. Mais en revanche, ce qui n'a pas été fait en 3 ans, c'est une assise locale, puisqu'ils n'ont pas eu l'occasion de faire cette assise locale. Et je peux vous garantir, pour l'avoir vécu dans d'autres circonstances, créer une assise locale quand on crée un mouvement politique, c'est compliqué, ça prend du temps, il faut se crédibiliser, il faut générer la confiance et la proximité. Donc le principal handicap, en dehors des enjeux nationaux sur lesquels on peut revenir, le principal handicap aujourd'hui de En Marche, c'est de ne pas avoir une assise locale parce qu'ils sont jeunes. Et personne dans les commentaires politiques, parce que ça n'arrange personne, ne mettra ça en avant. On va parler de faiblesse, on va parler de réapparition des clivages traditionnels. Non, il y a l'installation progressive d'un nouveau paysage politique qui va prendre du temps à se mettre en place. Et à ce titre-là, peut-être que celles-ci seront ratées parce que ça me demandera peut-être plus de temps à se mettre en place. Et je rappelle Denis Jambard qui termine son édito avec ceci. Le 22 mars au soir débutera la présidentielle de 2022. Oui, très probablement, mais ça correspond exactement à ce que je vous disais tout à l'heure, qu'elles sont importantes ces élections parce qu'elles indiquent une opinion, donc on est parfaitement en phase. Mais évidemment, les gouvernants, eux, ne savent pas très bien quelle opinion saisir. Je crois pour ma part que le vrai problème du macronisme, parce que c'est lui qui est un peu en jeu dans ces municipales, plus que les autres finalement, c'est moins ce que vous dites, c'est-à-dire finalement la jeunesse, que la contradiction interne à tous les niveaux. Je l'ai dit, c'est terminé parce que effectivement, il nous reste une minute alors. D'une certaine manière, on a partagé des mêmes opinions, mais on a divergé. Et ben simplement, si vous voulez, sur le fond, je l'ai dit, libéralisme et étatisme, sur la forme, en réalité, jeunisme et en même temps rattraper tous les anciens élus de tous les partis, etc., etc. Décentralisation, mais recentralisation des impôts et des pouvoirs, etc. Non, mais simplement, je voulais juste faire le commentaire qu'on peut ne pas voir des frondeurs à chaque fois que des opinions s'expriment. C'est parce qu'on est sur des référentiels qui sont extrêmement divers. Rappelons que 60% du personnel politique d'En Marche n'avait jamais fait de politique avant, et y compris au niveau local. Donc, encore une fois, créer cette assise est compliqué et va prendre du temps. Mais la contradiction interne dont on parle, c'est pour moi simplement le débat interne dont on parle. Aujourd'hui, il y a des synthèses qui se font. Encore une fois, la plupart des réformes que l'on voit arriver, sauf sur des cas très particuliers, résultent d'une synthèse. La loi Pacte en est un très bon exemple. Et le 22 mars au soir débutera la présidentielle de 2022 ? Non, parce que ça, pour le coup, pour moi, c'est une réflexion que je qualifierais de vieille politique. C'est-à-dire qu'en gros, on ne finit pas les quinquennats sous prétexte qu'on prépare l'élection suivante. Or, aujourd'hui, vous avez à la fois un président qui a envie de laisser une marque sur le fait de changer le destin de la France, et vous avez un personnel politique dont plus d'un tiers se disent si on est meilleur dans la société civile, on ne se représentera pas. Et donc, ce n'est pas un ras-le-bol, mais c'est simplement le fait qu'ils sont là pour une mission, pas pour une prochaine réélection, et c'est ça qui change fondamentalement par rapport à avant. Et peut-être que ce scrutin n'aura de toute façon pas lieu, ou en tout cas pas tout de suite, puisque je rappelle que nos confrères du JDD affirment que le report des élections municipales serait bien sur la table actuellement et en discussion en ce moment même entre Édouard Philippe et Emmanuel Macron, et même peut-être Gérard Larcher qui sera en ligne avec Emmanuel Macron en toute fin d'après-midi. Merci à tous les deux d'avoir participé à ce match des idées. La suite d'ALPL, c'est le grand débat. On va s'arrêter sur le coronavirus et sur ses conséquences, pas sur le plan sanitaire, mais sur le plan
international cette fois. On sent monter depuis quelques jours et même depuis quelques heures des échanges, sinon hostiles, du moins très tendus entre les États. Le plus marquant, c'est bien sûr le tacle de Donald Trump à l'Europe. La nuit dernière, il a décidé de suspendre les vols pour un mois. Une décision unilatérale, nous dit l'Union européenne, une décision qu'elle désapprouve quand le coronavirus déclenche des tensions diplomatiques et un repli du monde. C'est la question de notre débat ce soir que l'on va ouvrir dans quelques minutes après le rappel des faits de Flora Sauvage. L'interdiction pour 30 jours d'entrée aux États-Unis concerne toute personne ayant séjourné dans les 26 pays européens de l'espace Schengen au cours des 14 jours précédant leur arrivée prévue, à l'exception des Américains et des résidents permanents. Nous sommes à un moment critique dans la lutte contre le virus. Nous avons pris des mesures pour sauver des vies en agissant rapidement sur la Chine. Nous devons maintenant prendre les mêmes mesures avec l'Europe. Un coup de massue pour le secteur aérien. L'Union européenne fustige la décision de Donald Trump. D'autant que cette mesure ne concerne pas les personnes en provenance de Grande-Bretagne. Alors que les rues de Rome sont désertes après la fermeture en Italie de tous les commerces, à l'exception des pharmacies et des magasins d'alimentation, la Banque centrale européenne s'alarme des conséquences économiques du Covid-19. La propagation du coronavirus Covid-19 aura un impact important sur l'activité économique, notamment en ralentissant la production en raison de la rupture des chaînes d'approvisionnement et en réduisant la demande intérieure et étrangère. Après les États-Unis, la République tchèque a fermé ses frontières aux voyageurs provenant de 15 pays à risque, dont la France. La France, qui se prépare à un scénario à l'italienne. Dans la péninsule, le coronavirus a fait plus de 800 morts depuis le début de l'épidémie. Avec nous pour le grand débat d'ALPL ce soir, Guillaume Clossat, bienvenue, fondateur du think tank Europa Nova, président d'Hugo Partners, Jean-Sébastien Ferjou, bienvenue, directeur d'Atlantico, Antoine Bondas, bienvenue, docteur en sciences politiques, chercheur à la Fondation pour la recherche stratégique, et Philippe Murer, économiste. Merci beaucoup à tous les quatre d'être ici. Je voudrais qu'on s'arrête d'abord sur l'initiative et sur les mots de Donald Trump la nuit dernière. Il suspend ses vols. Décision unilatérale, déplore l'Union européenne. En pleine crise, le président américain serait en train de déclencher les hostilités avec l'Europe, Guillaume Clossat. Si vous voulez, moi, ce que je ne comprends pas, c'est que ni les Américains, ni les Européens n'aient demandé une réunion du G7, et je dirais même plus, il aurait fallu une réunion du G20, même une télé-réunion du G20, parce que là, on est face à une crise mondiale, on voit que les risques viennent, et finalement, on n'a même pas les réflexes qu'on avait pendant la crise de 2007-2008. Et je trouve que chacun se retourne sur ses propres enjeux nationaux avec des enjeux politiques derrière, parce qu'il y a des élections, il y a des trucs. Et la vérité, elle est là, c'est qu'il y a une élection qui se prépare aux États-Unis, il y a des élections en France, et des trucs. Et ça amène. Mais non, c'est chacun s'occupe de son business, alors que là, on a un vrai sujet mondial. Et je pense que le principe de responsabilité mondiale sur lequel le monde de l'après-guerre s'est bâti, manifestement, ne fonctionne plus. Et le pire, c'est la décision de Trump, qui est une décision d'irresponsabilité, parce que lui-même n'a pas pris les décisions qu'il fallait. Et qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, il recherche classiquement un bouc émissaire. Et le meilleur bouc émissaire pour lui, c'est pas la Chine, parce qu'il y a des choses qui sont en train de se négocier. C'est l'Europe, parce que l'Europe n'est pas une puissance. La réalité, elle est là. On va les revoir quand même, ces mots qu'il a employés lors de cette intervention de 10 minutes la nuit dernière. Ça a été très rapide. Protéger la santé et le bien-être de tous les Américains. Empêcher de nouveaux cas de pénétrer dans notre pays. Virus étranger, et il a déploré que l'Europe n'ait pas pris les mêmes précautions que les États-Unis. C'est presque xénophobe quand vous écoutez ces paroles, c'est presque de la xénophobie organisée. Jean-Sébastien Ferjou. C'est le virus populiste. Je pense qu'il y a un mélange d'éléments rationnels et d'éléments effectivement plus du tout rationnel dans le discours, pas le discours, bref, l'allocution de Donald Trump hier, parce qu'effectivement, pointer du doigt un virus étranger, ou dans les jours qui précédaient, il a beaucoup parlé de virus chinois, comme si le virus était intrinsèquement chinois. Effectivement, c'est pas très constructif, ça n'apporte rien à la santé des Américains, et ça apporte certainement rien non plus à la coopération internationale. Et c'est là où on voit, je suis assez d'accord avec ce que vous disiez, la différence avec 2008. Maintenant qu'il se pose la question d'une espèce de confinement ou de protection du territoire
territoire américain. Ça n'est pas totalement... Non, mais là, on parlait de l'Europe, du fait d'interrompre les vols. Malheureusement, force est de constater que la situation de l'Europe ne fait pas envie au reste du monde et que les pays européens n'ont pas été capables de contenir l'épidémie là où les pays asiatiques, à l'exception de la Chine, enfin en tout cas dans un temps, ont été capables de le faire. Même la Corée du Sud, qui a eu un foyer d'infection extrêmement virulent dans un temps, a réussi à enrayer cette épidémie. Donc ça n'est pas le cas en Europe. Il y a un peu d'électoralisme et de nationalisme, mais il y a aussi c'est un mélange à la Donald Trump qui est... mais je vais vous dire, de toute façon, le sujet, c'est plus tellement Donald Trump. Le sujet, c'est que la coopération internationale n'existe plus. Et donc, effectivement, Donald Trump, on peut lui faire beaucoup de procès, mais derrière, les autorités sanitaires américaines sont complètement paumées, et force est de constater qu'on n'est pas beaucoup mieux en Europe. Antoine Bondas ? Ce qui est clair aujourd'hui, c'est que le pays avec encore le plus de cas, c'est la Chine, même si, encore une fois, 3/4 des personnes qui ont contracté le Covid-19 ont été guéries. Ensuite, vous avez l'Italie, la Corée du Sud, l'Iran et ensuite les pays européens. Donc d'un point de vue purement épidémiologique, effectivement, les pays européens sont extrêmement affectés par l'épidémie, et ce n'est que le début de l'épidémie, puisqu'on est dans un temps beaucoup plus avancé, entre guillemets, plutôt beaucoup plus en amont que ce n'est le cas en Corée du Sud. Donc ce que fait Donald Trump sur le plan purement électoral peut s'expliquer aussi. Alors évidemment, après, il y a la généralisation à l'Europe, il y a l'idée par derrière de montrer que le virus est importé, alors même qu'aux États-Unis, la situation elle est extrêmement préoccupante. Il y a eu très peu de tests aux États-Unis. Évidemment, vous n'avez pas de cas déclarés. C'est le cas aussi assez largement. Vous n'avez pas de cas déclarés aux États-Unis quand vous ne faites pas de test. Premier point. Deuxièmement, vous avez une dissémination, une dispersion du virus à quasiment l'ensemble des États américains qui est extrêmement préoccupante. Et clairement, aujourd'hui, les États-Unis font face à un défi qui est quasiment le même que celui des pays européens, c'est-à-dire qu'on n'a pas réussi à isoler l'épidémie à certains clusters. L'Europe est le virus étranger. Il a déjà désigné le coupable, avant même que la crise sanitaire... Les États-Unis le font depuis le début, c'est un jeu politique, voilà, ils rejettent la faute sur d'autres pays. Ce qui est extrêmement important aux États-Unis, par contre, c'est de s'assurer qu'en interne, ils prennent des mesures, et c'est extrêmement inquiétant quand on sait qu'au Conseil de sécurité nationale américain, vous aviez, sous Obama, une personne responsable des pandémies et des épidémies, et que vous n'avez plus de poste depuis maintenant 2 ans et demi. Vous avez un système de santé qui est déficient aux États-Unis, il y a 2 niveaux, pour les riches et pour les pauvres. Philippe Murer. Alors, moi, je ne vois pas ce que ça amène la coopération internationale pour ce virus, à part la coopération entre scientifiques, effectivement. Mais au niveau économique, non, mais même ça peut avoir du sens. Alors, après, c'est un autre sujet. Mais au niveau sanitaire, en fait, on voit que les pays qui s'en sont sortis sont des pays d'Asie qui sont plutôt nationalistes. La Corée du Sud s'en est sortie toute seule en fermant ses frontières. Est en train de s'en sortir. Ce serait un peu rapide de dire je suis d'accord, ça va un petit peu vite. Elle n'a pas fermé ses frontières. Elle a exercé des contrôles. Oui, elle a exercé des contrôles avec le port du masque qui est imposé et tout un tas de mesures. Et énormément de tests, 200 000 tests qui ont été faits. Donc ils ont pris les mesures tout seuls. On peut voir que Taïwan, ils ont 29 malades, alors qu'ils sont très proches de la Chine, parce qu'ils ont pris des mesures extrêmement fortes. Singapour, de la même manière, Hong Kong, avec des confinements, des gens qui étaient passés en Chine. Donc ils n'ont pas gagné. Vous aussi, vous y voyez presque du bon sens dans la décision. C'est du bon sens. Alors c'est vrai qu'il y a une façon électoraliste. Oui, Monsieur Ferjou a tout à fait raison. Mais il y a aussi du bon sens de dire voilà, on va s'en sortir tout seul et pas la peine. On a déjà des cas dans notre pays. Ils en ont beaucoup moins qu'en Europe apparemment. Et donc autant ne pas rapatrier. C'est vrai qu'on n'en est pas sûr. Ça dépend du nombre de tests en Europe comme aux États-Unis. Les tests aux États-Unis ne sont pas pratiqués par les hôpitaux, donc il faut soi-même payer entre 3 et 4 000 $ pour les faire. Donc autant dire que personne ne se teste. Mais autant personne n'a intérêt à importer effectivement des virus de l'étranger. Tout le monde maintenant a intérêt à soigner son pays et on réouvrira plus tard. C'est pas une décision idéologique, mais je pense qu'il vaut mieux ouvrir plus tard et se protéger pour l'instant. Restons sur l'international. Je voudrais quand même qu'on s'arrête sur les propos de la France concernant l'Italie. Hier, lors du compte-rendu du Conseil des ministres, la porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye, a dit ceci. L'Italie, il y a quelques semaines, a pris des mesures. Je pense par exemple au contrôle des températures à l'arrivée de vols en provenance de zones à risque qui n'ont pas permis d'enrayer l'épidémie. Nous n'avions pas pris ce type de mesures. Déclaration qui a provoqué un tollé en Italie. Sur Twitter, la journaliste Lia Capizzi estime que Sibeth Ndiaye, je cite, accuse l'Italie de ne pas savoir contenir la progression du coronavirus et elle invite la France à se montrer moins présomptueuse et à s'abstenir de donner des leçons. Reculade en règle de Sibeth Ndiaye tout à l'heure sur Twitter. Attention, ce n'est pas exactement ce que j'ai dit, dit-elle. J'adresse par ailleurs tout mon soutien au peuple italien. Paris a-t-elle donné des leçons un peu rapidement à Rome? Je vais vous poser la question dans un instant. On va d'abord rejoindre Hervé
Hervé Marseille, patron des sénateurs centristes, et par ailleurs président du groupe France-Italie ici au Sénat. Il est avec Alexandre Poussard en salle des conférences. Hervé Marseille, la porte-parole du gouvernement français, Sibeth Ndiaye, a critiqué les premières mesures prises en Italie contre le coronavirus. Est-ce que c'est une maladresse ? Oui, c'est une maladresse. Je pense qu'elle aurait pu s'abstenir. Nos amis italiens ont très mal vécu l'absence de solidarité face à la vague d'immigration il y a déjà quelques mois. On a vu les conséquences dramatiques de cette affaire, puisque c'est M. Salvini qui avait pris le pouvoir. Et aujourd'hui, une fois de plus, les Italiens font face à un problème majeur et ils ont le sentiment d'y faire face seuls, sans solidarité avec la France et sans solidarité européenne. Une fois de plus, l'Europe est défaillante. Est-ce que la France prend de haut la gestion de cette crise en Italie ? Je ne pense pas que la France prenne de haut l'Italie. En revanche, il y a en France un certain nombre de gens qui ont des propos, j'allais dire, inappropriés. Les Italiens sont des amis de longue date. Il y a une très forte relation entre la France et l'Italie. Ce sont des partenaires commerciaux importants, parmi les tout premiers en Europe. Et donc, nous leur devons non seulement de l'amitié, mais également de la solidarité, puis surtout du respect, tout simplement. Donc, aidons-les plutôt que de les critiquer. Alors, vous êtes président du groupe France-Italie au Sénat. Est-ce qu'actuellement, vous avez des échanges avec vos homologues parlementaires italiens, notamment sur la perception française de la crise italienne ? Alors les parlementaires, on en a peu parce que ceux qui devaient venir n'ont pas pu venir. En revanche, j'ai vu à différentes reprises Madame l'ambassadeur d'Italie qui mène une action remarquable ici à Paris. Nous étions avec elle pour marquer notre solidarité, notre soutien et notre amitié. Je pense qu'il faut qu'on travaille davantage avec nos amis italiens et qu'on ne laisse pas aux Chinois le soin de leur apporter les masques qu'ils demandent. Et oui, puisqu'actuellement, c'est la Chine qui équipe l'Italie pour faire face à la crise. Absolument. Et donc, l'Europe est cruellement absente, j'allais dire, de cette crise, comme elle a été des problèmes d'immigration. Il est temps que, sur le plan européen, évidemment, on coordonne les actions parce qu'il va falloir un grand plan de relance économique. Plus que jamais, il faut essayer de faire revivre ce qui reste de l'Europe. Merci beaucoup, Hervé Marseille, pour votre réaction. Merci beaucoup Alexandre. Antoine Bondas, c'est au moins une maladresse qu'a fait Sibeth Ndiaye ? Alors il faut être très clair, il y a une arrogance française habituelle pour expliquer que nous, les mesures qu'on prend sont évidemment des mesures scientifiques, il n'y a jamais de décision politique et que les autres pays, que ce soit les pays asiatiques ou les pays européens, eux ne prennent pas les mesures optimales. Alors c'était évidemment une maladresse. Après, on ne va pas rentrer dans les détails. La question, c'est au-delà de la maladresse, parce que ce qu'elle a dit scientifiquement, c'est faux. C'est ce qui a permis aux pays asiatiques les prises de température la vraie frontière question, de contrôler l'épidémie. Aujourd'hui, c'est pas la communication. Je voyais aussi quand Olivier Véran a dessiné 2 courbes sur une chaîne de télé, tout le monde était surpris que le ministre était extrêmement compétent. C'est pas la question. La question, c'est pas aujourd'hui une question de communication, c'est une question de stratégie. La question des moyens qui sont mis en œuvre et la question des succès ou non qu'on a à très court terme. Mais je pense aux conséquences diplomatiques. Alors oui, après, il y a des conséquences diplomatiques importantes. On est quand même en train d'avoir une crise majeure mondiale. Exactement. Où on a maintenant des États qui s'écharpent. Le deuxième point qui est vraiment très important, et ça va être extrêmement important sur le plan politique dans les semaines et les mois à venir, notamment vis-à-vis des partis les plus populistes. Vous avez une solidarité européenne qui n'est pas capable de se matérialiser. Avec l'Italie qui demande de l'aide. Pas de solidarité européenne. Pas de solidarité européenne. Deuxièmement, vous avez les États-Unis qui ferment la porte, entre guillemets, et la Chine qui met en scène une aide à l'Italie. Alors on va voir si l'aide est gratuite ou non. Apparemment, ils ont fait payer les masques et les équipements de protection, mais surtout une Chine qui va, entre guillemets, réécrire l'histoire, rejeter la faute sur les autorités locales pour préserver l'échelon central, et surtout mettre en scène la supériorité de son modèle de gouvernance. L'idée étant de dire la Chine est le seul pays qui aujourd'hui peut faire face à une telle épidémie. C'est ce que répètent les diplomates et les éditorialistes d'État en Chine. Premièrement, ce n'est pas vrai, puisque évidemment d'autres pays asiatiques, on en a parlé, la Corée du Sud, Taïwan, Singapour, réussissent à mettre en œuvre des mesures extrêmement strictes en associant transparence, dépistage, mesures de distanciation sociale et respect in fine des valeurs et des libertés individuelles. Mais le risque, c'est que des partis populistes, premièrement, saisissent ces arguments en disant, vous voyez, la Chine est un modèle, entre guillemets, qui serait viable et qui est surtout efficace, et plus largement, un discrédit donné sur les questions européennes. Guillaume Clossat ? Mais moi, je pense qu'il y a une responsabilité des chefs d'État et de gouvernement. C'est-à-dire que, déjà, le Premier ministre italien aurait dû demander un Conseil européen extraordinaire, et il y aurait dû y avoir une coalition de 2, 3, 4, 5 chefs d'État et de gouvernement
éventuellement à l'initiative d'Emmanuel Macron, puisqu'il a un discours toujours très pro-européen, qui missionne la Commission, effectivement, pour coordonner, dans le cadre d'un plan exceptionnel, les actions à mettre en œuvre, et dans le plan sanitaire, et dans le plan économique. Ce n'est pas ce qui a été fait, et ce n'est pas ce que la France a demandé. Et c'est même plutôt l'inverse. On donne des leçons à l'Italie. Alors, ça, c'est un problème plus ancien, parce que, comme Antoine l'a rappelé, avant l'élection, la précédente élection italienne, où Salvini et le mouvement 3 étoiles sont arrivés en tête, la France avait provoqué plusieurs crises avec l'Italie, et on a une tension, au moins depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron avec l'Italie, qui s'est renforcée, quel que soit le gouvernement. Et au sein du Parti démocrate, certains considéraient qu'Emmanuel Macron avait fait gagner les populistes, et notamment sa mise en scène de moi versus Salvini, que Salvini a utilisé. Donc là, il y a une responsabilité, il y a une co-responsabilité française et italienne dans ce jeu de dupes, et c'est pas favorable à la démocratie. Et je pense que il faut qu'on apaise, et l'apaisement suppose beaucoup de responsabilités, notamment des responsables français, parce que à de très nombreuses reprises, beaucoup de responsables ont été très maladroits à l'égard de l'Italie. Et il y a même, j'ai envie de dire, il y a même une petite musique assez générale dans les discours officiels ici en France qui laisse entendre qu'on se débrouillera mieux que l'Italie, qu'on n'a pas le même système de santé. C'est ce que pensent tous les Italiens, je voudrais juste les plus vous citer modérés. Gérard Larcher, président du Sénat ce matin sur Europe 1, qui nous dit « Je ne sais pas si l'Italie a tort ou raison de se barricader, mais je pense que les réponses que nous apportons dans notre pays sont à la hauteur. » On n'est pas loin de juger que les mesures italiennes sont excessives finalement. Il y a une réalité qui est le nombre de lits en réanimation, c'est quand même le cœur du problème. Les services intensifs, il y a plus de lits en France et probablement un peu mieux répartis en France par rapport à la population globale que ça n'est le cas en Italie. Mais ça n'est pas dans le sud de l'Italie que la vague a dépassé la capacité du système de santé. C'est en Lombardie, dans un endroit où le système de santé, contrairement à ce que M. Véran ou à ce que M. Larcher avait l'air d'en penser ce matin, est quand même relativement bien organisé. Une des régions les plus riches d'Europe. Donc je pense qu'on devrait effectivement s'abstenir de donner les leçons à l'Italie, mais ce que ça nous dit surtout, c'est que l'Union européenne est un zombie. Il n'y a plus de solidarité européenne. Ce qu'on a vu depuis 2 jours. Regardez, il y a quelques semaines, on en était à se demander si le coronavirus serait au Parti communiste chinois ce que Tchernobyl a été au Parti communiste en URSS. Je pense que la question aujourd'hui, c'est est-ce que ça n'est pas en train d'être pour l'Union européenne ce que Tchernobyl a été pour l'URSS. Et c'est le cas pas seulement pour l'Union européenne, d'une certaine manière, c'est le cas pour l'Occident. Quand on voit l'attitude de Donald Trump, alors si Ndiaye est maladroite, Donald Trump, il est encore au-delà. Vous voyez hier la porte-parole de la Maison-Blanche expliquer sur Fox News que le président des États-Unis est la plus haute autorité qui puisse exister en matière de virus. Voilà, moi je veux bien qu'on puisse faire un peu d'électoralisme, enfin je ne suis pas bégueule vis-à-vis du populisme, mais il y a quand même des limites et je pense que l'Occident est en pleine déroute. Et la question qu'on a beaucoup posée ces dernières semaines, est-ce qu'un modèle autoritaire est plus efficace en période de pandémie qu'une démocratie? Je pense qu'on passe en fait à côté du sujet. La question, c'est plus le communisme ou le capitalisme, c'est une question de civilisation quasiment, parce que vous le citiez, pardon, qu'est-ce qui a permis aux pays asiatiques de s'en sortir? Ce ne sont pas seulement les réponses des pouvoirs publics, ce sont les mesures de distanciation sociale et le fait que les Asiatiques les aient appliquées. C'est la sphère de culture confucéenne, enfin de Confucius en quelque sorte. Et c'est comme si nous étions tellement engoncés dans nos propres conforts que nous avons perdu tout réflexe. On le voit encore, vous voyez encore à l'heure actuelle, soit des responsables politiques, soit des gens dans la rue qui disent « alors tu n'embrasses plus ou tu te serres plus la main », comme si c'était une question de courage, mais c'est pas « je suis en terrasse pour faire face à des terroristes ». Le virus, on n'a rien à foutre qu'on soit en terrasse. Et donc je pense qu'il y a un vrai sujet civilisationnel et nous sommes en train de nous rendre compte, derrière l'aide annoncée par la Chine à l'Italie. Alors après, on peut en discuter. Les Européens ont aidé l'Italie et la Chine a été un des premiers pays. Non, les Européens n'ont pas aidé l'Italie, parce que la réponse qui a été faite au gouvernement italien de la part des États d'Europe du Nord, c'était non, nous n'allons rien vous envoyer parce que nos opinions publiques ne comprendraient pas. Donc autant dire que face à la Turquie, c'est exactement la même chose. Je ne vois pas comment on peut défendre l'idée d'une citoyenneté européenne et je crois à l'idée de l'Europe. Les Européens ont aidé la Chine dans ces circonstances-là. Italie et France. Mais là, on est aujourd'hui. Là, nous sommes aujourd'hui. Là, c'est l'Italie qui est dans une situation calamiteuse et c'est l'Europe qui est en dessous. Et ce soir, des correspondants français en Italie, des médias comme l'AFP, Radio France ou La Croix signent une tribune qui est à lire sur le site de Libération et ils disent la France doit prendre la mesure du danger. Ils sont correspondants en Italie, Philippe Murer. Ouais, il a tout à fait raison. En fait, ce gouvernement fait de la communication, il court derrière l'épidémie, il n'arrive pas à être devant l'épidémie. Et la progression de l'épidémie est vraiment inquiétante en France. Et le gouvernement nous a dit au départ c'est une grippe, c'est pas très grave, c'est un peu comme une grippe, et les gens ne se rendent pas compte du danger. Pourquoi? Parce qu'on est dans une courbe exponentielle. En Italie comme en France, on a la même progression.
on fait x10 toutes les semaines. Vous imaginez si vous prolongez les courbes, x100 au bout de 2 semaines, si on fait rien, x10 000 au bout d'un mois, on a 1 million de malades, quoi. Donc c'est pas possible de continuer comme ça. J'espère que M. Macron va prendre ses responsabilités en tant que président et va prendre des mesures fortes. Mais ce qui ressort, c'est qu'en fait, on est à 9 jours de l'Italie. C'est le professeur Eric Combe qui le disait hier dans la grande confrontation. En fait, sur LCI, on est à 10 jours de l'Italie et on aura exactement le même type de problème. Et c'est pas le nombre de lits qui va nous aider, qu'on ait 2 fois plus de lits. C'est ce qu'a dit Matteo Renzi ce matin, ancien Premier ministre italien qui était sur RTL. Et il nous dit ce qui s'est passé en Italie va devenir la nouvelle règle dans toute l'Europe. La France ne doit pas faire les mêmes erreurs que l'Italie. Vous ne devez pas perdre du temps, nous dit-il. Et il a raison parce qu'effectivement, on a l'expérience de l'Italie, on a l'expérience des pays qui réussissent à contrôler un minimum comme la Corée du Sud. Il faut en profiter. Mais l'Union européenne, effectivement, elle était un zombie. Elle montre qu'elle ne sert à rien. En fait, quand les Italiens demandent de l'aide, appellent à l'aide en disant que dans les hôpitaux, ils s'en sortent plus, les Allemands bloquent à ce moment-là les exportations de matériel médical et empêchent les Italiens d'y avoir accès. Il n'y a aucune solidarité. L'Europe ne sert à rien. Elle ne fait que bloquer les décisions. Parce qu'effectivement, si on convoque un Conseil européen, il va falloir 2 jours pour y aller. Il va falloir se mettre d'accord à 27 pays. Ça ne marche pas, ça ne marchera jamais. C'est une crise exponentielle. Il faut prendre des décisions en urgence. Et moi, ce que j'espère, c'est que M. Macron prenne des décisions nationales. Il prenne des décisions nationales en urgence au lieu d'attendre encore que l'épidémie s'aggrave. Parce qu'on aura un problème de manque de lits si l'épidémie monte. Et ça serait gravissime. Je pense que ce soir, il y a une tragédie déjà en Italie. On a 1000 morts. On a un tiers des morts qu'il y a eu en Chine. En Chine, il y a eu 80 000 contaminés. On a atteint 3 000 morts. On a déjà 1000 morts en Italie en seulement 2 semaines. C'est considérable. Donc il y a un drame humain et un drame national en Italie. Je ne suis pas sûr que le bon moment, ce soit de faire la leçon aux Italiens ou indirectement de nous mettre en avant par rapport aux Italiens. Le deuxième point, c'est qu'il y a une inquiétude extrêmement importante dans les pays asiatiques. Moi, je reçois des messages en permanence, toute la journée, de mes amis en Chine, en Corée, à Taïwan, à Singapour, qui me disent une seule chose: pourquoi vous ne faites rien? Ils ont raison. Mais pas seulement, je ne parle pas seulement sur la question des décisions politiques. Je parle aussi au sein des sociétés, en disant, vous avez face à vous une épidémie qui va avoir des conséquences sanitaires, économiques et politiques considérables. Et nous, d'Asie, on a l'impression que vous ne faites rien. Et la grande différence en Asie, c'est que vous avez une responsabilité individuelle et collective qui est beaucoup plus forte. Je suis désolé, elle est beaucoup plus forte en Asie, et notamment en Asie. C'est l'idéologie néolibérale. La société liquide, la société de la libre circulation, la société de l'individu, comme vous le Je ne crois pas qu'on compte sur une société très éloignée du libéralisme. Je suis pas sûr que... Mais non, mais c'est la société de l'individu. Ni Taïwan. En fait, mais ça, c'est civilisationnel, ça n'a rien à voir avec le libéralisme. Je pense qu'il y a un autre point qui est aussi une expérience historique. Évidemment, le cas du SRAS en 2003 a marqué les esprits. Si vous voulez, ma classe d'âge en 2003 étaient tous à l'école, et tout le monde va vous dire aujourd'hui, on a été traumatisés quand on était au collège ou au lycée par le SRAS, et donc en fait on sait les bonnes mesures à adopter. On sait la distanciation sociale, on sait qu'on ne va pas aller voir les personnes âgées, on sait qu'on ne va pas aller dans les bars, on sait qu'on va porter des masques, on sait qu'on ne va pas se serrer la main. Et c'est des mesures extrêmement simples qui ne sont pas suffisantes, mais au moins permettent de freiner. Aujourd'hui, vous êtes à Paris, tout le monde se serre à la main, tout le monde est dans le métro, tout le monde sort, et entre guillemets, la vie continue. C'est très important. Je voudrais qu'on en revienne à l'idée que vous avez avancée, Jean-Sébastien Ferjou, cette question sur la solidarité entre les États, et notamment au sein de l'Europe. Et on écoute ce qu'on disait ce matin sur ce plateau, Jean-Lin Lacapelle, député européen du Rassemblement national. Écoutez. Fermer les frontières, c'est un petit peu c'est impossible de toute façon. Il suffit de suspendre Schengen et le traité le permet aujourd'hui. Vous pouvez sans aucun problème retrouver les frontières. Et vous voyez bien que l'Union européenne, elle se brise, puisque l'Autriche, la Slovénie ont décidé aujourd'hui de mettre en place des frontières. Il fallait le faire, nous l'avons dit. On s'est laissé totalement, on s'est laissé rattraper par ce virus, et nous sommes dans une improvisation quotidienne aujourd'hui, comme d'ailleurs l'Union européenne, puisque moi-même étant député européen, depuis quelques jours, on assiste à un cirque total. Un cirque total, oui. Deux choses. D'abord, Schengen permet en effet, dans des circonstances d'urgence, de fermer les frontières. Donc c'est un mécanisme qui permet de prendre la réalité, d'anticiper les crises, etc. Donc il y a de la souplesse. On l'avait vu au moment du terrorisme. Secondo, l'Union européenne, en tout cas, n'a pas une compétence prioritaire en matière de santé. Elle a une compétence essentiellement d'appui. Et donc c'est pas une affaire de la Commission, c'est pas une affaire du Parlement, c'est une affaire de solidarité entre les États. Donc c'est pas les institutions communautaires qui sont responsables. Elles peuvent proposer. Et encore, c'est compliqué. Vous avez raison d'un point de vue institutionnel, mais du point de vue du citoyen. Oui, mais je comprends. Mais on n'est pas en fédération.
Qu'on le veuille ou non, nous ne sommes pas en fédération. Donc l'Union européenne n'a pas les moyens de le faire. Nous sommes dans la zone et même euro. quand elle propose... Et la réaction première de l'Allemagne, même si elle a changé ce matin, à partir du moment où la santé des Allemands est en jeu, sur la règle budgétaire, c'était quand même tant que ça concernait la santé des Italiens, c'était on s'en fiche un peu. Maintenant que ça concerne la santé des Allemands, on peut le tourner dans tous les sens qu'on veut. Je suis absolument d'accord avec ce que vous avez dit. La compétence de l'Union européenne, enfin l'Union européenne n'a pas de compétence première en matière de santé. Et ça n'empêche pas que nous avons des passeports où il y a écrit citoyen européen. Je ne vois pas comment un Européen aujourd'hui peut se dire qu'il est européen. Il n'y a pas de continuité. On peut se préoccuper de notre voisin ici, de notre grand-mère. Je ne vois aucune solidarité ni aucune préoccupation vis-à-vis d'une grand-mère italienne ou même ou d'un Allemand. Et c'est ça le drame européen, c'est que nous n'avons pas su construire ce lien-là. Et là, nous sommes au pied de cette réalité. Je suis bien d'accord. Et donc, on doit se poser la question politique. Est-ce qu'on veut que l'Europe existe et dans ce cas-là, il faut inventer le vivre ensemble ou alors on le remise... C'est presque un peu tard dans les circonstances. Mais non, parce que c'est des situations comme ça qui permettent d'avoir un choc. Le problème, c'est que le dernier vrai choc européen date de l'après-guerre. La vérité, elle est là. Non, le dernier grand choc, il date de 2008. Et il y avait un président qui s'appelait M. Sarkozy, qui a réussi à taper du poing sur la table et qui a mis tous les dirigeants occidentaux, parce que Angela Merkel, déjà à l'époque, ne voulait rien faire, puisque c'est Angela Merkel qui n'a jamais pris une seule décision vraiment d'importance, sauf contre la vie de tout le monde ou en ne consultant personne. Et là, la réalité est exactement la même. Ce qu'on voit là à l'heure actuelle, c'est que M. Macron fait beaucoup de discours. Est-il à la hauteur de ce genre d'enjeu historique? Non, mais parce que le krach qu'il y a eu boursier aujourd'hui et l'ampleur du choc économique, il est majeur. Serons-nous capables de prendre les mesures qui nous permettent de faire face à cette crise? Et ensuite on fait circuler la parole. Quand je parle de choc qui permet de créer une citoyenneté, ce sont des types de chocs sanitaires qui ont permis de créer l'État social en Europe, ou ce sont des chocs de type politique et des guerres qui permettent de repenser la citoyenneté. Ce n'est pas une crise économique, ça ne l'a jamais été. C'est ce que je voulais dire. Maintenant, sur ce qu'a fait Sarkozy, j'en suis très au courant, j'étais conseiller spécial à la présidence française de l'Union européenne. Et à cette époque-là, ce que nous avions essayé de faire comprendre au président de la République de l'époque, qui a très bien compris, c'est qu'avant de parler en Europe, il faut écouter. Et deuxièmement, la posture de responsabilité, c'est pas faussement l'intérêt européen, c'est l'intérêt général européen et comment on co-construit. Mais on était à une autre époque. C'est-à-dire qu'il y avait toute une série de dirigeants qui avaient vécu la chute du mur ou qui avaient encore des liens avec la guerre, qui pensaient véritablement européen. Moi, ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que je le regrette, mais ma génération, la génération qui a fait la première Erasmus, n'est pas vraiment une génération européenne qui pense européen. Et donc, il y a un problème générationnel. Là, on voit qu'il y a un énorme et puis, il y a un problème, comme vous l'avez dit, français. Rapidement, Guillaume, est-ce qu'il y en a d'autres? Il nous reste 3 minutes. Le problème de l'Europe, c'est que, oui, les discours, c'est important, mais c'est 10% du sujet. Le problème de l'Europe, c'est que c'est 80% de la méthode et 10% des relations humaines fondées sur l'empathie. Et là, il y a un sujet, peut-être, de la France actuelle. Antoine Mondal. Je suis tout à fait d'accord. La question, c'est pas tant l'Union européenne, est-ce que l'Union européenne n'a pas agi, elle n'a pas la prérogative pour le faire. C'est la question de la solidarité européenne, la question de la coopération européenne. C'est très difficile de porter un projet européen alors qu'on avait 7 semaines pour se préparer, qu'il y a 7 semaines que l'ensemble des administrations travaillent. Et les administrations travaillent. On ne peut pas dire que les fonctionnaires français, les fonctionnaires européens, les fonctionnaires en Italie n'ont rien fait pendant cette semaine, mais qu'il n'y ait pas eu de décision politique forte tous les jours, qui ait permis de mettre en scène cette coopération et surtout de faire vivre cette coopération. Et ça a un danger à moyen terme sur la légitimité de l'Union européenne. Encore une fois, même si l'Union européenne n'est pas responsable, le risque, c'est que le débat politique soit biaisé et se reporte sur l'Union européenne. Et deuxièmement, c'est que par rapport à des régimes étrangers, et notamment au régime chinois, que vous ayez de nombreuses personnes en Europe qui se disent qu'au final, ce sont des régimes plus autoritaires comme la Chine qu'il nous faudrait, qu'au final, les États-Unis ne nous aident pas et que la coopération transatlantique ne sert à rien. Et ça, c'est un des risques qui, entre guillemets, va continuer à perpétuer la crise de légitimité et la crise de confiance envers les dirigeants. Et peut-être, et ça c'est le risque, et j'espère qu'on l'évitera, une crise de légitimité, même des modèles de gouvernance en Europe. Une toute dernière info avant de vous donner la parole, Philippe Murer. La police allemande annonce ce soir qu'elle renforce ses contrôles à la frontière avec la France. On parlait de solidarité, de méfiance entre États, on y est. En fait, quand il y a une crise, il n'y a que les citoyens et les nations qui existent. Les organisations supranationales sont out. Elles ne servent à rien parce que, de toute manière, si on voulait se mettre d'accord, il faudrait se mettre d'accord à 27. Vous savez très bien que c'est extrêmement long, extrêmement inefficace. C'est pour ça Deuxième chose, la responsabilité de l'Europe, elle est énorme sur cette crise et elle va causer des morts.
Et là-dessus, il faut quand même bien la responsabilité des États européens. Des États, pas de l'Union. Vous me laissez parler. Vous me laissez parler parce que l'Europe a imposé une austérité massive. On a eu moins 25% de lits en Italie, d'hôpitaux. On a aussi une crise de l'hôpital en France parce que l'austérité est imposée par l'Europe. Et l'Europe va causer des morts dans tous les pays. L'Union européenne va causer des morts dans tous les pays de l'Europe. Et ça, c'est un problème. Et il faudrait arrêter avec cette Union européenne qui détruit les nations. Et on s'arrêtera là. Merci infiniment à tous les quatre d'avoir participé à ce grand débat. Je précise pour nos téléspectateurs que nous nous retrouverons en direct exceptionnellement ce soir à 22h puisque nous attendons l'intervention présidentielle ce soir dans à peu près 1 heure maintenant. Je rappelle qu'Emmanuel Macron va prendre la parole très officiellement, très solennellement et que d'après nos confrères du Journal du Dimanche, il se pourrait qu'Emmanuel Macron annonce un report des élections municipales qui devaient ou devraient avoir lieu ce dimanche 15 mars et le dimanche 22 mars. On va y revenir, édition spéciale à 22h. À tout à l'heure.